La politique est l'art de tromper les masses pour assouvir ses propres ambitions. Elle considère le peuple comme un moyen et un tremplin pour accéder au trône. Elle lui promet monts et merveilles par des mensonges et des promesses sans lendemain. Loin de vivre cette difficulté, afin de lui trouver des solutions. Elle s'enrichit sur son dos, profite à fond du système, s'accorde des privilèges, légifère pour préserver ses intérêts et étendre son pouvoir, ne crée aucune richesse et produit des guerres sans y faire part. Sa seule qualification est le blabla et sa force est sa ruse. Elle est sans scrupules, ni foi ni loi et se donne une bonne apparence pour cacher son fond de loup. Elle est la négation même de l'humanité. Alors, il faut faire très attention. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce mercredi 11 novembre de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Vous connaissez déjà le principe de cette édition qui est ancré déjà dans vos cœurs et surtout dans vos mémoires. Tout au long de cette édition, nous allons décrypter l'actualité, décrypter l'information, aller au plus profond des choses pour comprendre justement ce qui se passe dans le monde. Je suis assez triste ce matin parce que quelque part sur le continent africain, précisément en Côte d'Ivoire, eh bien des hommes, des jeunes sans foi ni loi ont rasé tout un village qu'on appelle Mbato du côté de la Côte d'Ivoire. Ce village a été radicalement, totalement rasé. Eh bien à la machette, des jeunes hommes ont coupé des têtes. Et à un moment donné même, sans foi ni loi, ils ont même dépecé des hommes. Allez savoir justement pourquoi. Tout ça pour imposer un homme au pouvoir. Eh bien, tout au long de cette édition, nous allons continuer justement à en parler. Je vous parlais justement de ce qui s'est passé hier du côté de la Côte d'Ivoire. Eh bien, bateau, bilan de la razzia des miliciens du RDR sur les Antilles, les Agnis. Bateau, ce mardi 10 novembre 2020, bateau, s'est passé l'une des grands, il faut le dire, un grand génocide orchestré par le RDR pour punir les Ivoiriens non satisfaits, il faut le dire comme ça, du génocide où l'ex-président, alors l'actuel président Alassane Dramane Ouattara est allé goûter le sang des baoulés à tout maudit. Non content de cela, eh bien, il faut le dire que là-bas, de ce côté-là, chez les Agnis, qu'il a décidé de garnir son palmarès, l'un des sympathisants du CNT. Actuellement, la morgue nous a d'ailleurs envoyé un bilan de 34 morts. Il faut le dire, je pourrais vous donner d'ailleurs tous les noms de ces 34 personnes qui ont été tuées hier du côté de Mbato. Je reprécise encore, 34 personnes, tout un village a été rasé. Je vous passe de commentaires. J'aurais voulu vous montrer des images, mais les images sont atroces. Vraiment, on a dit parce que si vous regardez ces images, on découpe des têtes en mondovision. Du jamais vu. Où est passée la communauté internationale? Où est passée les ONG internationales? Où sont passées toutes ces personnes qui déclarent haut et fort que ce sont eux qui détiennent les droits de l'homme? Où sont-ils aujourd'hui? Où sont ces organisations aujourd'hui? Quand on tue des hommes, des femmes, des enfants en mondovision et on filme. On envoie d'ailleurs à gauche et à droite à des amis pour dire voilà la sale besogne qu'on a fait au cours de la journée. Allez savoir. En tout cas, mes deux mousquetaires sont également là ce matin pour la revue de presse. Mangevenachus, good morning and welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. Just a follow-up of what you were saying. You know, there is this heightened insecurity in Côte d'Ivoire following the elections that took place recently. And the question we are asking is, where are we going to with this all this, you know, high rate of violence in our society? Not only in Côte d'Ivoire, we are also decrying the situation back home here. And I think that there is high time that politicians come back to their real senses and try to think what is happening. Whatever politics that we are doing, it is for the people and not doing politics that will end up killing individuals. I think there is a call that politicians from, you know, in all the countries, in fact, that they have to sit and, you know, review their political strategies and, you know, modalities they want to use to achieve power, Steve. Justement, on espère tout simplement que les choses pourront rentrer un jour dans l'ordre, mais quand on sait que sur le continent africain, eh bien, la faiblesse de la force est toujours la force. C'est-à-dire qu'on utilise toujours et encore la force pour démontrer justement sa puissance. Eh bien, en ce moment-là, c'est les populations qui trinquent. Alain Dior, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs de ce matin. Je profite pour saluer une dame qui m'a rencontré hier justement à l'hôpital de la Cité des Palmiers et qui m'a posé la question de savoir pourquoi on parle seulement de la Côte d'Ivoire.
Je lui ai dit que je n'avais pas le temps pour répondre et je vais lui répondre ce matin pour lui dire qu'on ne parle pas de la Côte d'Ivoire parce qu'on veut parler de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que le destin des Africains est lié. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la Côte d'Ivoire sans parler du Cameroun, sans parler du Mali, sans parler, en tout cas, le destin, comme je l'ai dit, des pays africains est lié. Et donc, nous sommes de tout cœur avec ceux aussi qui sont en train de subir un certain nombre de choses du côté de la Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays africains. Et donc, c'est cela notre boulot. Donc, je profite aussi pour saluer ceux qui nous regardent du côté de la Cité des Palmiers. On va également dire à nos confrères que de nouvelles flambées de violence ont éclaté dans la région de Moronou et particulièrement en bateau. L'on annonce d'ailleurs plusieurs morts au moins. Et puis on parle bien sûr des affrontements qui interviennent au lendemain, il faut le dire, du discours d'Alassane Dramane Ouattara, tandis que la ville de Guiglo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a été bloquée. Et de nouvelles manifestations anti-Ouattara ont eu lieu à Kokumbo, au centre même du pays. Messieurs, puisque vous êtes là, c'est une nouvelle journée de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite. Tout de suite et maintenant, la première partie en langue anglaise. For this midweek edition of Press Review, this Wednesday, the 11th of November, 2020, we begin with the Guardian Post newspaper on page 3, telling us that the secret society wants Frit Fon of Nso to quit politics after he was released, and the paper notes that he was picked up last November 5th alongside Cardinal Christian Tumi on their way to Kumbu. Then talking about the armed conflict in the northwest and southwest regions and the fight against Boko Haram, the paper tells us that the defense minister visits and extends Biya's encouragement to wounded soldiers in Douala yesterday. Then still on the crisis, the paper in the editorial page looks at the Ngarbu and Akum killings on page 3, saying military should be careful with civilian informants. Then over in Limbe in the southwest region, we read on page 3 that suspected Amba fighters kidnapped a pregnant woman and IDPs. The paper tells us that the incident took place last Monday evening when gunmen stormed Livanda village and took 10 people to a nearby forest. Then Losua Tri-Weekly newspaper on page 3 takes the message of Olivier Billet to the nation, where he admonishes Cameroon and Cameroonians that after the Kumba tragedy, we should arrange the country. We should arrange Cameroon. Then in politics, L'Action newspaper quotes Paul Biya on pages 2 and 4, who said CPDM candidates are the best hope for decentralization. And the paper indicates that the national president of the CPDM party is clear that the CPDM should win a majority of votes in all the regions of the country, and that the CPDM party has opted for high quality and proximity campaign in view of the upcoming December 6th regional elections. On page 9, the paper tells us that IDPs received didactic materials from the Vice President of the National Assembly, Datuo Theodore, who donated a consignment of school bags, books and pens to some 300 kids in Bangu West region of Cameroon. L'Oeil du Sahel in the far north region tells us that Cameroon needs over 100 million francs CFA to relaunch the milk sector. Then in sports, we read on page 6 that 2 players from Coton Sport have been shortlisted for the AFCON 2022 with the national team. Le Messager newspaper on public finances asks if Cameroon will be indebted. As analyst of the economic policy thinks that the risk is quite high for the country to become indebted following external debt, as we read on page 5. Then Le Jour newspaper in health news takes an investigative report on the controversial cervical cancer vaccine on pages 2 to 3. And on page 6 we read what is blocking the construction of the new National Assembly building in Yaoundé.
A Sengang newspaper on page 3 tells us that the Minister of Defense, while on a working visit to the Southwest region, recently called on the military to be firm so as to track down authors of the killings in Kumba some weeks back. Then out of Cameroon, the Nation newspaper in Kenya tells us that the authorities have stepped up surveillance of an apartment in the Seren Nyali suburb of Mombasa, believed to be owned by drug lords looking to take control of the narcotics business from the Akasha family. The New Times newspaper in Rwanda reports that government has put in place an incentive package that seeks to attract investors to the mining exploration activities as part of a drive to strategically reposition the country's mining sector in the region. And the paper tells us that the move was announced yesterday ahead of the African Mining Forum by the Chief Executive Officer at the Rwanda Mines, Gas and Petroleum Board. In a similar story, this time in Zimbabwe, the Herald newspaper reports that government has increased public sector salaries by 40% effective from November 1 this year as part of continued effort to improve conditions of service for civil servants. This was revealed yesterday by Information, Publicity and Broadcasting Service Minister Senator Monica Motsvangwa after cabinet meeting, saying that teachers will also be awarded further 10% risk allowance in Zimbabwe. The Daily Monitor newspaper in Uganda in Health News informs us that a U.S. pharmaceutical giant, Pfizer, has said the COVID-19 test involving more than 40,000 people had provided results that were a critical milestone in the search for a vaccine, which the paper tells us that Africa will need about $12 billion to access the COVID-19 pandemic vaccine. In South Africa, the Sowetan Live newspaper tells us that a man accused of the murder of his wife and her friend has refuted reports that he attempted to commit suicide. He told the court that he overdosed on his tranquilizer, but he wasn't committing suicide. That was yesterday, as Sowetan Live newspaper tells us. Then out of Africa, the Guardian newspaper in Britain reports that GP services will be cut to allow millions to receive COVID vaccine, with the health secretary saying it is a mammoth logistical operation that the National Health Service is leading. And in Russia, the Moscow Times newspaper tells us that Moscow will limit hours at clubs, bars, and restaurants for 2 months starting on Friday, as Mayor Sergei Sobyanin announced, alongside other measures in the latest effort to contain a record-breaking surge of COVID-19 pandemic in Moscow, in Russia. Steve, these are some of the information that we could have for papers home and abroad this Wednesday morning. Je n'ai pas très bien compris, en tout cas, l'information, la grande une de Sowetan Live ce matin. Meurtre, on parle bien sûr d'un meurtre, en fait. Un homme qui accuse, qui est accusé, enfin, qui accuse son mari. Yes, Steve, this man is accused that he killed his wife and the friend of the wife. And the court discovered that after carrying out the act, he wanted to kill himself by taking, an overdose of the tranquilizer drug. And the man actually refuted the claim that he was not intended to commit suicide. C'était sa femme, non? Yes, it was his wife and a friend. Et l'ami de sa femme. Yes, that he killed. So the non, court, je voulais savoir justement, l'amant de sa femme, c'est ça, ou bien l'ami de sa femme? He killed his wife and a friend. That is 2 people that he killed. His wife and a friend of his wife. C'est justement cet ami-là. It was the friend of the wife, not the friend of the man. Vous m'avez pas toujours compris, mais bon. Maybe I didn't get you right. Vous m'avez pas compris. Je voulais justement savoir si, justement, l'ami de cette dame était son amant. Oh, the paper has not gone to specify such a case. What the paper is saying is parce que vous pouvez pas vous lever le matin et tuer 2 personnes comme ça. No, what the paper has said is simply that the 2 people he killed was his wife and the friend of the wife. Et pendant ce temps, en tout cas, on va étenir également la grande de Guardian Post ce matin, qui nous parle d'une société secrète qui avertit d'ailleurs les Amba Boys et leur demande de libérer le fond de sang. Et il faut qu'ils quittent
tout simplement la politique. Yes, that's why they are insisting that the fund should quit politics. Il faut qu'il libère le fund et que le fund quitte justement la politique. Mais le fund a déclaré autrefois qu'il n'a jamais été dans la politique. Steve, when he will go back to his palace, that's why we will see it in action. On espère bien. Prenons les journaux et quotidiens dans la langue de Molière avec Jackson Jock ce matin. Commençons par le journal L'Action du RDPC qui paraphrase à sa grande une les propos de Paul Biya. Nos candidats sont les meilleurs espoirs pour la décentralisation. En effet, pour le journal, le président national du RDPC est donc clair. L'objectif est de remporter la majorité absolue des suffrages dans les 10 régions du pays. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le journal La Nouvelle nous renseigne que c'est la fin de la récréation dans ces 2 régions. Le MINDEF est donc descendu à Kumba pour siffler cette récréation afin de traquer tous les ministres. Pour le journal Essingan, le chef des armées appelle les troupes à la fermeté. Dans un message relatif à l'intensification de la chasse aux miliciens auteurs des actes criminels des dernières semaines, a été donc répercuté par l'émissaire du président de la République, son ministre délégué à la Défense, Joseph Betty-Assomon, durant son séjour du 8 au 10 novembre à Douala, Boya et même du côté de Kumba. Le journal Le Soir parle du message d'Olivier Billet à la nation qui est contenu à sa grande une après la stratégie de Kumba. Arrangeons le pays, arrangeons le Cameroun. Dans ce même Cameroun, le quotidien Le Messager se demande si bientôt le pays sera insolvable pour les finances publiques. Les analystes donc de politiques économiques estiment que le risque est très élevé de surendettement extérieur pourrait conduire le pays dans une situation de non-solvabilité. Cancer du col de l'utérus, le quotidien Le Jour en reparle. Le journal fait d'ailleurs une enquête sur le vaccin qui divise. À la une du journal Éco Matin, réglementation d'échange, comment les entreprises pétrolières manœuvrent pour faire échouer les réformes. À en croire le journal, recrutement des lobbyistes américains et africains, campagne médiatique, lobbying auprès des dirigeants de la sous-région, pression diplomatique. Selon le journal, les compagnies minières et pétrolières qui opèrent en Afrique centrale ont décidé d'utiliser tous les moyens pour que la lumière ne soit jamais faite sur les revenus réels générés par l'exploitation des ressources naturelles soutenues justement par le FMI et la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, la CEMAC. Le journal Mutation parle justement de CEMAC et CEAC, contraction pour fusion. En effet, une réunion justement d'experts est tenue lundi en vue d'accélérer la rationalisation des 2 communautés économiques. Les effets attendus du rapprochement, c'est-à-dire donc en page 9 du quotidien Mutation de ce jour. L'Œil du Sahel, le hebdomadaire régional d'information du Nord-Cameroun nous fait savoir qu'à l'extrême nord du pays, il faut 5 millions de francs CFA pour relancer la filière laitière. Direction le Gabon avec le quotidien L'Union qui titre médicaments, l'usine de coque. En effet, le président de la République Ali Bongo Ondimba, qui a également inauguré une unité de transformation de bois, a mis officiellement en service hier une usine de fabrication de médicaments. La santé pharmaceutique SA au cœur de la ZERP de coque. Quelques 150 variétés de produits, donc les antipaludéens, devraient donc sortir de cet établissement au financement de près de 20 milliards de francs CFA. Au Congo, les dépêches de Brazzaville indiquent que le PAM mobilise plus de 500 millions de francs CFA pour les inondations dans la Likwala. Le programme alimentaire mondial vient de disponibiliser en faveur du Congo un financement à hauteur de 550 millions pour la première distribution d'urgence destinée aux populations victimes des inondations dans le département de la Likwala. En RD Congo, le courrier de Kinshasa parle justement de production et distribution d'eau. La Regidiso, en tout cas Regidiso, qui alerte justement une pénurie d'eau du côté de Kinshasa. L'entreprise commerciale de production et distribution d'eau n'est plus en mesure pour l'heure d'assurer justement le fonctionnement de ces usines, les produits chimiques pour traitement de l'eau étant en rupture
de stock, nous fait savoir le journal. Direction la France avec le journal Le Figaro qui titre « Vaccin anti-Covid, un espoir, mais encore des questions. Effets secondaires, production, stockage à 70 degrés centigrades. Les résultats très promoteurs présentés par Pfizer nourrissent justement de nombreuses interrogations sur le déploiement de ce vaccin. » Terminons par le quotidien sportif. L'équipe qui parle de Fédération française de football, jeu de trône, selon le journal. En fin de mandat, Noël Le Grec, président de la Fédération française de football, se trouve confronté à une guerre de clans au sein de son comité de direction. Le journal fait d'ailleurs une enquête sur les accusations de harcèlement moral et de sexisme. Voilà Steve, quelques journaux à notre possession ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux. Vous faites bien de le rappeler à nos téléspectateurs de faire un tour justement sur leur marchand de journaux encore en kiosque pour avoir tous ces journaux et quotidiens, peu importe là où vous vous trouvez actuellement sur le continent africain, que ce soit justement au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, au Tchad, en Guinée équatoriale, eh bien vous savez pertinemment où vous pouvez justement aller chercher tous ces journaux et quotidiens. J'aimerais bien que de temps en temps on voit également les journaux quotidiens, les journaux quotidiens sénégalais, il y a Sud Quotidien, il y a pas mal d'autres quotidiens encore, il y a également pas mal de quotidiens du côté de l'Algérie, il y a El Watan, qui est un grand journal d'ailleurs, ne vous inquiétez surtout pas, vous pouvez faire un tour. On parlait justement de la régie des eaux du côté de Kinshasa, justement. Messieurs, revenons, vous avez dit tout à l'heure avec la grande une de l'action, nos candidats sont les meilleurs espoirs pour la décentralisation. Vous dites que ce sont les propos du chef de l'État camerounais, Paul Biya, qui est également le président du RDPC. Absolument, même si donc les autres candidats ne sont pas un bon espoir pour la décentralisation au Cameroun? Enfin, des autres partis politiques. Oui, mais c'est ce que veut dire le président, mais je ne crois pas beaucoup à ses paroles. Parce que, pourquoi je ne crois pas beaucoup à ses paroles? Parce que, justement, vous savez que tous ceux qui ont été retenus, justement, ces candidats qui ont été retenus, sont des anciens préfets, des anciens sous-préfets, les gens qui ont gardé la décentralisation jusqu'aujourd'hui. On ne peut pas me dire que à l'heure, si c'est eux, ce sont ces gens-là qui sont les meilleurs espoirs. Je ne peux pas croire les propos du président de la République. Donc je pense que il sait sur quoi il se base pour dire que ce sont les meilleurs candidats. Moi, je ne pense pas que ce sont des meilleurs candidats. Je pense qu'il faut autre chose. Mais malheureusement, il n'y a que quelques partis qui vont aller justement au régional hein, en décembre prochain. C'est encore dans quelques semaines. Hein. Plus que quelques semaines d'ailleurs. Nous sommes le 11 aujourd'hui. Actually, Steve, on a dit le 6 décembre, c'est ça? Oui, so in less than 1 month. Voilà. Steve, when you look at politics, you tend to ask yourself whether these politicians see the reality that people see, or it is just that quest to conquer power. I think that when we take the words of the national president of the CPDM party, who thinks that his candidates are the best choice. Anyway, in politics, everybody feels that he owns the best, you know, the best agenda for the country. Normally, that's what everybody believes in politics. But we have, you know, the same people who have been leading in other spheres. And if we still keep complaining that politics in Cameroon is not what we expected, and most of these people, again, are coming back, like Jackson is saying, and they want to tell us that they are the best option, I think that is just a political game. If you look at the other action or words that the paper follows, they say the CPDM has opted for proximity campaign, for quality and proximity campaign. Proximity campaign in what sense? We have CPDM practically in every subdivision of Cameroon, and it is this very subdivision, the majority of councils in Cameroon is owned by CPDM, majority of senators CPDM, majority of mayors and MPs CPDM. And if Cameroon is what it is, then somebody can simply draw a conclusion that it is because CPDM has been a majority that way we are, and when they think that they are the best candidate for decentralization, then we should just know what awaits us. C'est quoi d'ailleurs être best? What is best? That is the option. That is what they think. Oui, this is the best. Quand on parle de meilleurs, ça veut dire que le chef de l'État se dit qu'ils sont à même de mieux comprendre la décentralisation. Or, ce sont ces mêmes gens-là qui ont théorisé la progressivité de cette décentralisation depuis 1996. Et il ne peut pas nous dire que si aujourd'hui, parce que nous en sommes là, parce que les gens ne veulent pas rétrocéder une parcelle de leur pouvoir. C'est ça le problème. Et ce sont les gens qui ont refusé cela depuis qu'on qui reviennent justement à la charge. Justement en charge. Et on veut nous faire croire que non, c'est eux
les meilleurs candidats, je ne pense pas. Mais Steve, les anciens délégués du gouvernement qui veulent revenir justement, les anciens sous-préfets, les anciens préfets également. C'est ça aussi, ce qui va se passer le 6 décembre prochain. I don't know. I think that we need an expert to explain to us something in Cameroon here about. Il y a combien de partis d'ailleurs qui vont y aller? Il faut même déjà me dire. For now, I cannot really say how many parties. Je pense que ce sont les candidats qui sont, enfin, des partis politiques qui sont représentés dans les mairies et tout ce qui va avec. Because it is under political parties that people aspire. It is there. I don't think they are independent candidates. But I think that we need an expert who needs to tell us what is the meaning of the word to retire in Cameroon. Because I think that if they retire you, it is that you are physically no longer fit to deliver. And once you have retired governors, retired SDOs, retired, they are coming back again to work. And they keep telling us that the youths are future leaders of tomorrow. When will this tomorrow come? When they even introduce something like regional councils, it is bon, la dernière fois, j'ai dit ici sur ce plateau qu'il y a pas mal de personnes qui sont choisies comme étant, bon, ce qu'on va dire président de région, c'est ça? Oui, je disais que bon, il y a également certains candidats qui ne savent ni lire ni écrire, mais bon, on m'a fait comprendre que non, jamais de la vie, ça s'est jamais fait. Mais bon, ça montre également que depuis la nuit des temps, eh bien, les sous-préfets, les préfets, les anciens délégués du gouvernement, les anciens maires, les anciens ministres même. Les anciens ministres également. Of course. Et sans oublier les anciens chefs d'entreprise qui veulent justement une part de gâteau dans justement cette décentralisation. Somebody who is occupying a post in Yaoundé, he wants to go back to his village to become regional president. So Steve, I think that we are talking about decentralization. Let us think of decentralization, and we are ready that these are people who will work. I don't know somebody who is occupying already a function in Yaoundé. I quote, for example, the one in Northwest region. Remember, papers told us here that Fru Angwafo III is aspiring to become regional president in the Northwest. L'affaire n'est pas encore terminée, hein. Ils sont en justice, il ne faut pas également oublier. Yes. On espère tout simplement que ça va s'arranger pour eux parce que l'affaire est pendante en justice, vous devez le savoir. Ils étaient déjà en justice. Okay. Bon, on a donné justement raison à son autre ami. Yes. Et bon, il a perdu, mais il a quand même pris l'initiative de so these are things that de déclarer que non, il n'a pas perdu et il a remis justement cela toujours à la justice. Donc on attend justement de voir ce qui va se passer du côté du Nord-Ouest dans les jours à venir. Messieurs, revenons avec le conseil du code de l'utérus. Nos confrères du quotidien Le Jour ont fait une enquête d'ailleurs sur le vaccin qui divise les Camerounais et qui divise d'ailleurs la population aujourd'hui. Steve, when we talk about this cervical cancer vaccine, you remember it was the bishop of Obala who first came out to indicate that he is not confident, he is not sure of the effectiveness of this vaccine, and prohibited the use within his diocese in all health establishment in his diocese. Recently, the Episcopal Council of l'évêque de Nkonsamba l'a également fait. That is where I was saying that the Episcopal Council of Catholic bishops in Cameroon, in their 45th session in Yaoundé, the president actually came out clear that they are doubting the effectiveness of this vaccine. And in moral ethics, they simply tell you that in doubt, don't act. So since they are doubting, they cannot advise people to use the vaccine. Besides, because that was Monsignor Kome who said this, besides him, the papers also reported at the beginning of this week that the Muslim community as well have, prohibited the use of l'association des musulmans qui a déclaré haut et fort que, bon, jusqu'à preuve de contraire, on interdit justement, la vaccination des enfants, des élèves dans les écoles, dans les endroits, en tout cas, les collèges même également, même dans les maisons. And Steve, that's why we always complain that there is something wrong with government communication. With such type of tendencies coming up, we need the Minister of Public Health to give, Cameroonians, an official version or statement. Non, nous en avons parlé sur le plateau de DBS ce matin. Nous avons même montré les images de ces jeunes filles qui ont justement à connaître le vaccin de Gardasil, le Gardasil, et bien d'autres encore. Et le second que j'oublie d'ailleurs le nom. Eh bien, je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, ces jeunes filles sont malades et ne sont pas guéries. Elles ne sont même pas prêtes à guérir d'ailleurs. That is it. So we expected Donc il y a pas mal de choses derrière. The government to give an official statement either to encourage Cameroonians to go ahead and consume the vaccine or discourage Cameroonians from consuming that vaccine, because when it goes like this, there is nobody who would, tamper his life when we don't have any assurance from the government. En tout cas, Jackson Durand sait pertinemment que c'est aux parents de choisir si oui ou non leurs enfants peuvent être
vacciné. Vous pouvez dire également clairement que vous n'avez pas besoin que votre enfant soit vacciné. Je me rappelle d'ailleurs d'une vidéo comme on voyait la dernière fois, et une dame, un ancien médecin, qui demandait justement à ces parents-là, eh bien, lorsque vous allez demander, il y a une campagne de vaccination, faites une lettre au chef d'établissement, faites une lettre également au gouvernement en lui disant, eh bien, si un temps soit peu, mon enfant est vacciné, donnez-moi toutes les raisons pour me dire qu'il n'y aura pas d'effets secondaires et tout ce qui va avec. Non. Mais si un temps soit peu, il y a les effets secondaires, mettez également dans votre tête que ça votre charge. If the child is already sick, no matter what they do, no matter what the government, what the school, your child is sick. Je pense que les parents veulent toutes les garanties nécessaires pour que leurs enfants puissent être... On nous a dit sur ce plateau que le cancer du col de l'utérus, c'est à partir de 25 ans. Alors, si un temps soit peu, vous n'allez pas venir prendre l'initiative à un enfant qui a 9 ans et vous lui dites quand même que vous avez fait un... Oui, comme le vaccin est un moyen préventif, en fait, ils veulent nous faire croire que comme c'est un moyen préventif, déjà à 9 ans, 13 ans, on est en train déjà de faire en sorte que ça ne puisse pas venir. Et donc, c'est ça le... Maintenant, la façon dont ça a été justement fait sur le terrain, effectué sur le terrain, ça démontrait peut-être à suffire qu'il y avait... Ça a même créé le doute, de la confusion dans la tête des parents. Vous ne pouvez pas imposer la vaccination aux parents. Parce que le parent est le libre arbitre de son enfant. Il peut décider de faire vacciner son enfant, comme il ne peut ne pas décider de le faire. Et donc, on a vu le médecin de l'hôpital de district de Nubel ici la dernière fois dans une école se prendre pour Superman. Voilà. Se prendre pour Superman et demander à un parent de faire sortir son enfant de l'école. Parce qu'il n'a pas voulu se... Mais ce monsieur, il se prend... Les gens se prennent trop de légèreté pour faire un certain nombre de choses. En revanche, ça ne voudrait pas dire qu'on est en train d'inciter les parents à ne pas faire vacciner les enfants. Il y a par exemple le vaccin pour la poliomyélite. Oui. Voilà. Donc il y a certains vaccins qui ne créent pas le doute justement au niveau des parents. Mais il faut aussi toujours l'accord parental. Parce que c'est très important. On ne peut pas vacciner l'enfant de quelqu'un sans son avis préalable. Donc, je pense que ceux qui ont souvent la charge d'aller circuler dans des établissements scolaires doivent au préalable contacter les parents si certains ne sont pas d'accord pour le vaccin. Messieurs, sortons rapidement de cette revue de presse économie camerounaise. Il faut 2000 milliards de francs CFA pour redémarrer. C'est d'ailleurs ce que nous dit d'ailleurs la grande une une petite une d'ailleurs du quotidien Le Jour. Et pendant ce temps, eh bien, le quotidien Le Messager s'interroge également ce matin. Finances publiques, le Cameroun bientôt insolvable. C'est sa grande interrogation. Oui, c'est des questions qu'on se pose. Vous savez que le Cameroun est justement, selon les experts économiques, vous savez que c'est un domaine qu'il faut mieux maîtriser pour en parler. Oui. Mais je pense que selon ce que les experts économiques nous disent, il se trouve que le Cameroun est surendetté. Que le risque est très élevé et surtout le surendettement est très élevé également. Très élevé. Et donc, un moment peut donc arriver pour que justement qu'on n'ait plus des aides extérieures. Parce que justement, on ne peut plus, l'ardoise ne peut plus nous permettre justement d'emprunter encore de l'argent. Et donc c'est très compliqué, alors qu'il faut de l'argent pour financer justement notre... Certains projets, et on espère tout simplement que les choses pourront entrer dans l'ordre. Steve, when I read what Le Messager newspaper is saying... 2000 milliards de francs CFA. Yes, what comes to my mind, what I'm asking is simply that... Les gens qui ont volé l'argent là, ça dépasse. Yes, money that people, Cameroonians are keeping in their private account and they are keeping them in VIP sales in Kondengi is more than that. But then I was asking myself, each time you hear we are talking of, we are borrowing money. Cameroon has borrowed 20 billion. Cameroon has borrowed 100 and this billion. We keep borrowing. But when you ask the question, what do we borrow the money and do with that money? You don't get it. Look at what happened with, okay, they will say that is aid. Now, that was given to Cameroon to for the fight against coronavirus. What happened after? There are corruption charges that are already being tacked on this. That is how we keep borrowing the money, and few individuals keep up, swelling their account, their private account. Meanwhile, Cameroon will pay the money. The question I'm asking is, when are we going to pay this money? Because we cannot keep on borrowing every time. I remember somebody was saying that our grandchildren
once they will be born, they will still be in the debt that we are borrowing today. And we are not borrowing the debt to advance the economy. We are not borrowing the debt to tie the root, so that once they will come, they will have, a country that is already partially built. We are borrowing the money, and when you want to look at what has been done, because I was always saying that this, financial institutions that keep borrowing money, they should be the one to, say that if you come and borrow 10,000 francs, we would come and carry out, an evaluation to evaluate the project that you have carried with the 10,000 francs. In that case, I think that it will make some of our, officials to be, responsible in the way they carry out the execution of public funds, because we just keep borrowing and we don't see what they actually do substantially. What do they do with this money that we keep borrowing every time? C'est une grande interrogation. Qu'est-ce qu'on fait justement de cet argent-là? Eh bien, il y a pas mal de choses. Hein. Je sais pas ce que on fait souvent avec cet argent. On a parlé de 2000 milliards, c'est ça? Actuellement, 2000 milliards. Hier, j'étais avec un expert financier, on calculait d'ailleurs. Il y a combien de Camerounais? Cameroun est exclusif. Bon, disons 20 millions. 25 millions à Oui, mais autre chose, Steve. Si les Camerounais, c'était juste pour s'amuser, c'était juste un jeu. C'était pas pour dire que bon, ok, il faut le faire. Oui, 20 millions. Vous savez, si chacun donnait 1000 francs. Voilà, c'était la semaine dernière où on parlait de c'est tout. Bon. C'était la semaine dernière où on parlait de résilience économique. Oui. Je sais pas ce qu'on entend par résilience économique. Je pense qu'on ne doit pas se féliciter d'avoir une résilience économique. Si je comprends bien le mot résilience, oui. Donc, je ne comprends pas pourquoi on parle du Cameroun et on parle de résilience économique et puis les gens s'en félicitent. Je crois que pour moi, on ne peut pas s'en féliciter, la résilience économique. Maintenant, on peut se poser des questions, comme tout le monde se pose des questions. Par exemple, l'argent du Covid-19. Bon, on peut aussi comprendre que l'État a préfinancé. Parce que tous les malades, je dis, on peut comprendre que l'État a préfinancé. Tous les malades ont d'abord été pris en charge par l'État. Maintenant, il faut combler ce déficit de l'État. On peut comprendre là, à ce niveau. Maintenant, mais il y a d'autres emprunts que nous faisons. Qu'est-ce qu'on en fait avec cet argent? Il y a eu la dernière fois ce qui a créé la polémique, l'emprunt des ordinateurs, les PB. Oui. On pouvait faire autre chose avec. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ces ordinateurs, c'est vrai que... That is the question we're asking. What is that? Those computers, are they helping anybody today? Pour ceux qui en ont encore. mais je crois que ça n'a pas créé l'impact réel. En fait, ce qu'on attendait de ces ordinateurs, puisque ça ne met même pas... Si ça tombe, c'est fini. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir été là ce matin. Il ne faut pas également oublier que sûrement c'était pour justement retrouver l'économie qu'on demandait justement la taxe sur les téléphones. Vous savez, hier encore, on en parlait, on riait, on souriait d'ailleurs. Je pense que si un temps peu chacun arrivait à donner 10 000 francs, eh bien, le problème peut-être pourrait être résolu, mais aucun Camerounais ne peut cet argent actuellement parce que les temps sont très durs. Messieurs, bonne journée. Je vais vous souhaiter bonne journée en espérant vous retrouver demain en grande forme. Moi également, même si j'ai un peu mal à la gorge avec la grippe. Mais j'espère que c'est en grande forme demain. Dans un instant, nous allons justement entrer dans le débat de ce matin. Nous allons nous intéresser aux infrastructures scolaires et surtout ici au Cameroun, parce que constat fait, eh bien, certains élèves se retrouvent à l'école sous l'arbre. Ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de collège, ils n'ont pas de lycée. Et si vous voyez parfois certains lycées dans l'extrême nord du pays, et parfois dans certains, il faut le dire, certaines localités même des autres régions du pays, eh bien, Steve. vous vous poserez des questions de savoir, est-ce que c'est ça les lycées? Est-ce que c'est ça les collèges? Est-ce que c'est ça les écoles publiques? Et même ici à Douala, je vous montrerai peut-être tout à l'heure avec les téléspectateurs, eh bien, les images des écoles publiques. Oui. À Douala, des écoles publiques qui n'ont rien à voir avec tout ce que vous pouvez imaginer. The third personality in this country is from which region? Bon. Okay, Steve. Sorry, I was just asking. That's just, Messieurs, dans un instant, nous allons entrer dans le débat. Mes invités commencent à arriver ce matin pour parler justement d'un sujet qui nous intéresse. Cameroun, état des infrastructures scolaires, le grand désastre social. C'est notre grande interrogation, je me répète. Cameroun, état des infrastructures scolaires, le grand désastre social. Nous nous interrogeons d'ailleurs ce matin. Patient Parfendo, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à nos nombreux téléspectateurs, bonjour à la grande famille d'IBS en matinale, à nos valeureux techniciens, un bonjour particulier aux populations de cette ville, de cette région de la Côte d'Ivoire, je crois Bateau. Bateau, oui. Bateau qui a subi une furia, n'est-ce pas, des microbes armés par
ceux qui sont actuellement au pouvoir. On parle de 37 morts, avec des têtes qui ont été complètement décapitées. Vous avez d'ailleurs vu les images. Hein. Et là où c'était vraiment choquant, c'était de voir des gamins jouer au ballon avec l'une des têtes qui a été décapitée. Quand la haine que nous essaimons, nous les adultes, arrive à pousser les enfants à atteindre ce niveau de cruauté, ça veut dire qu'une partie de l'humanité a disparu en nous. Et je pense que Madame Bensouda, la CPI, qui était très prompte, n'est-ce pas, à sortir ses godasses pour venir prendre Gbagbo là où il était pour l'amener à la CPI, il faut qu'il s'intéresse à la Côte d'Ivoire. Il faut que les Africains s'intéressent à la Côte d'Ivoire, sinon c'est un minus génocide qui ne dit pas son nom, qui va se passer là-bas en tout silence. Parce que les bien-pensants de ce monde ont décidé ainsi. L'Afrique ne peut plus continuer à observer, méduser, n'est-ce pas, ce spectacle horrible et inacceptable sous le fallacieux prétexte que nous ne sommes pas des Ivoiriens. Ce sera trahir notre mère Afrique. Ce sera trahir le combat que nous menons depuis quelques décennies pour une autre Afrique, parce que nous le pensons, une autre Afrique est possible. La politique n'explique pas tout, la politique ne permet pas tout, la quête du pouvoir ne peut pas tout permettre. Il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait des voix fortes qui s'élèvent pour essayer de dire non, non et non à cette manière de penser le pouvoir, de penser la politique, de penser les rapports de force au sein d'une société. Pour l'instant, je m'arrête là pour ce coup de gueule. Merci beaucoup, Patient Parfait d'Homme, d'être là ce matin pour cette autre édition de DBS Matin. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue le grand frère Parfait. Oui. Je salue, n'est-ce pas, toute la grande famille de la matinale de DBS. Je salue le Cameroun, je salue l'Afrique, je salue le monde. Je salue particulièrement les populations du département de la Liquier, principalement du côté de l'arrondissement de Montréal, c'est d'où je viens. C'est là où je viens. Et nous avons des femmes comme ce côté-là qui nous regardent chaque matin. Et ça veut donc dire que nous faisons un sacré boulot. Mon coup de gueule de ce matin, peut-être, pouvait aller du côté d'Yon et Kélé, là où il y a eu un drame hier. Deux personnes sont portées disparues jusqu'au moment où nous parlons, du fait de certaines choses qui ne se passent au niveau du gouvernement. Mais, comme nous parlons de l'Afrique, je veux plutôt orienter mon coup de gueule de ce côté-là, parce que nous sommes dans un combat. Le monde appartient aux patriotes et non aux mondialistes. Dixie, monsieur Donald Trump. Donald Trump, lors, n'est-ce pas, de son discours au dernier sommet de Davos. Et c'est là, où, justement, les mondialistes, en tout cas ceux qui gouvernent, qui tiennent, n'est-ce pas, le nouvel ordre mondial, ont décidé que ce bonhomme-là n'aura pas droit à son deuxième mandat. C'est d'autant que il a décidé de retirer les États-Unis de l'OMS, de votre ami. Il a décidé de retirer l'OMS des accords, de retirer les États-Unis des accords de Paris. Il était sur le point de retirer les États-Unis de l'OMC. Alors, décidément, ils ont dit que ce bonhomme-là, il ne peut pas faire notre affaire, il faut le changer. Il faut le changer. Et comme par hasard, après que justement les médias pro-Biden aient annoncé vainqueur à une élection dont le processus n'est pas encore arrivé à son terme, on nous annonce que les laboratoires Pfizer ont trouvé justement le vaccin contre le Covid. Ça veut donc dire que ceux qui, ce sont pas des Africains, qui se sont extasiés du fait que les démocrates arrivent aux affaires, doivent aujourd'hui bien réfléchir. Il faut qu'ils mettent à contribution leurs neurones pour qu'ils voient un peu plus loin. Parce qu'il y a un projet, nous allons un très mauvais projet qui est prévu. Dans cette pagaille mondialiste que font les Africains et l'Afrique, eh bien, ils se bagarrent, ils s'engueulent, ils s'entretuent et se font manipuler comme justement du coup de la Côte d'Ivoire. On peut également oublier, parlant justement de cette, il faut le dire comme ça, cet événement qui s'est déroulé du côté de Macaque, ces deux personnes qui ont disparu à Pirogue, ça il faut également le dire, parce que le bac est en panne depuis des lustres et personne pour réparer. Non, attends, une petite correction. Le marché a été attribué à une entreprise dont je préfère taire le nom.
qui n'a pas pu réaliser ce travail-là. Il a carrément abandonné le bac. On vous comprend parfaitement, on va revenir là-dessus, mais on aura le temps. On se rappelle d'ailleurs de ce que Pascal Pierre avait demandé. Il a un bac qui est disponible depuis de longues années, qui est dans un port, et jusqu'à preuve du contraire, eh bien, le bac aurait pu servir du côté de Macaque. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous mes copanélistes, bonjour aux téléspectateurs d'IBS Matin, et encore merci aux techniciens qui veillent à la bonne marche de l'émission. Et moi, j'ai pas de coup de gueule puisque les coups de gueule ont déjà été prononcés, voilà, donc je vais pas en rajouter. Mais effectivement, c'est un combat. Juste rajouter pour 3A, c'est que Donald Trump a aussi susurré à un moment donné qu'il voulait s'attaquer à la Fed, qui est une banque centrale mais privée depuis 1913. Où vous appelez mondialistes, mais en fait, moi je les appelle les talmudistes, parce que je sais quelle est leur religion, où ils ont décidé de mettre un président, c'est Wilson, et la condition c'était qu'avant la fin de 1913, l'année de son élection, il leur octroie la banque fédérale américaine qui est passée de public à privé. De public à privé. Vous comprenez combien, hein, il faut le dire, hein, les problèmes sont nombreux du côté des États-Unis d'Amérique. Eric Bemba-Mikaï, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à l'ensemble de mes copanélistes et bonjour à nos milliers de téléspectateurs. Merci d'être là ce matin. 2 enseignants sur le plateau, 3 d'ailleurs, hein, parce que Patient Parfum d'Homme a été un enseignant, il ne faut pas également oublier cela également. Il a fait le tour du Cameroun justement pour enseigner les enfants. Il est même jusqu'à aller donner des cours aux enfants de la rue. Donc il est là également, donc il connaît justement ce que c'est que l'enseignement, il faut le dire également. Et des prisonniers aussi. Et des prisonniers, il ne faut pas également oublier qu'il a enseigné également les prisonniers dans les prisons du Cameroun. Nous parlons justement de ce problème ce matin. Cameroun, état des infrastructures scolaires, le désastre social, c'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous, voici le débat. Cameroun, état des infrastructures scolaires, le grand désastre social, c'est notre grande interrogation de ce matin, mercredi bien sûr. Sur haute instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya, le gouvernement avait débloqué il y a encore quelques mois 5,335 milliards de francs CFA pour la construction des salles, des latrines et des points d'eau en vue de renforcer les capacités des écoles qui accueillent les élèves déplacés dans les 6 départements de l'extrême nord suite aux attaques de Boko Haram. La grande interrogation, où en sommes-nous aujourd'hui quand on sait que de ce côté-là, eh bien certains lycées, eh bien se font sous la belle étoile, pour ne pas dire sous le soleil de plomb, et parfois sous les arbres. Et quelque part, ça nous rappelle d'ailleurs l'école sous l'arbre. Les agressions répétées de la secte islamiste Boko Haram sont à l'origine de la fermeture de plusieurs établissements scolaires dans certaines localités de la région de l'extrême nord. Cette situation a entraîné un afflux des enfants déplacés vers les zones à risque réduit, créant ainsi un engorgement dans les salles de classe des écoles, des autres écoles. Eh bien, les travaux qui devaient durer 45 jours, eh bien, on nous faisait comprendre il y a quelques mois qu'ils avaient déjà commencé. Mais jusqu'à preuve de contraire, on se demande toujours où en est-on puisque le gouvernement n'arrive pas à communiquer. Mais l'occasion pour moi aujourd'hui, avec la complicité de la réalisation, messieurs, de vous montrer un établissement scolaire public, ici même à Douala, vous allez voir les images derrière moi. Nous sommes là à Bonaloka, c'est ici à Douala. Et c'est une école publique où vont des enfants. Elle existe, ce n'est pas un film, ne vous inquiétez pas, Albert Anatole est ici. Nous ne sommes pas là dans un script hollywoodien, nous sommes là dans la réalité. Si on vous montrait, je demande bien sûr la réalisation de nous mettre les images justement là en face, pour que tout le monde les voie et constate justement. Vous allez voir les latrines, c'est l'enfer sur terre, voilà le toit de cette école publique. C'est là où vont justement les enfants tous les matins et les tout petits. Et je ne vous parle pas des enfants, je vous parle des enfants de 3 ans. Les enfants de la maternelle. Voilà l'école dans laquelle ils se lèvent tous les matins et ils y vont. Eh bien, cette école, on a l'impression qu'il est en désuétude, abandonnée, et le soir, eh bien, il grouille de fumeurs de chanvre, de fumeurs de colle, eh bien, de fumeurs de drogue. Ce sont eux, en tout cas, qui grouillent là-bas
tous les soirs, de lundi à dimanche. Messieurs, voilà le grand désastre social. Quand on voit eh bien, ces écoles, on se pose, on est en droit justement de s'interroger. Je vais me tourner vers vous, patient parfait d'homme, vous qui avez justement été dans cette école il y a encore quelques jours, qu'est-ce qui s'est passé pour que on se retrouve d'ailleurs dans cette situation? C'est difficile à dire. En pleine ville, en plein 21e siècle, à Douala précisément. C'est difficile à dire quand on voit l'état de délabrement de cette école. C'est difficile à dire, surtout quand on sait que justement tous les matins, les plus petits se rendent dans cet établissement pour acquérir le savoir. C'est aussi difficile à dire quand on sait, comme vous le dites si bien, que nous sommes en pleine Douala, la commune, la mairie de Douala 3e, la commune de Douala 3e, oui, où nous avons quand même un semblant de frémissement de quelque chose de nouveau qui arrive du point de vue de retocage des infrastructures diverses que cette commune-là a. Mais comment on peut expliquer que dans cette commune, en plein cœur de Douala, on puisse avoir des établissements comme cet établissement? Madame la directrice de cet établissement que j'ai rencontré, elle a essayé par adresser quelques courriers de gauche à droite au niveau de monsieur le maire, au niveau de son inspecteur, pour leur dire, mais venez voir, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe tous les matins. Le premier boulot de ces enfants, c'est d'abord de débarrasser ce qui fait lieu de salle de classe, des dépôts humains. Bon, je ne vais pas... Vous comprenez? Oui. Dans quelles conditions? Ils n'ont aucun soutien. Un parent d'élève qui appartient à un parti politique de l'opposition, non loin de Pépin Bikaï, il a vu cette affaire, il a dit c'est pas possible, moi je vais essayer de faire quelque chose. Alors la directrice s'est déportée auprès de son inspecteur pour lui dire j'ai eu un bienfaiteur, vu l'état de l'école, qui veut faire quelque chose. Mais l'inspecteur a failli la virer de son bureau. Il dit, mais vous voulez ma tête ou quoi? Si un particulier, plus encore, militant d'un parti de l'opposition, fait ce boulot à la place de l'État, vous imaginez ce qui peut m'arriver? Donc, madame, laissez tomber cette affaire-là. Elle est allée voir le maire. Monsieur le maire, c'est pas possible. On a dépêché un expert qui est venu, qui a pondu un rapport. Des mois sont passés. Elle est repartie voir le maire et rien ne bouge. Vous vous imaginez ce petit, tout petit, qui aime les sucettes, qui aime les petits bouts de pain, qui aime les petits bouts de beignets. Ces petits trucs-là tombent à même le sol. Ils vont dans ces mêmes toilettes que vous voyez là. Mais j'étais abasourdi. Donc il n'y a pas que dans l'extrême nord. Il n'y a pas que dans les zones en conflit. Il n'y a pas que dans l'arrière-pays, où je peux prendre le cas du CS de Beauport, un CS qui a existé. Qui a existé en tout cas. Mais dû à cause du mauvais état de route, toutes les professions ont déserté ce CS. Conséquence, il n'y a plus personne qui va dans cet établissement, qui a fermé, il faut le dire. Je ne parle pas des écoles primaires. Dans l'arrière-pays, où vous avez une école primaire parce qu'il n'y a pas de route, vous vous retrouvez avec 3, 4, 7 enfants, le directeur vous dit, moi je ne sais pas quoi faire, j'avais un centre de CEP, c'est sûr que je vais perdre ce centre de CEP, les enfants de ce village font sur des kilomètres pour aller présenter cet examen, n'est-ce pas, ailleurs plus tard. Donc, il faut qu'on dise à nos autorités, c'est une école publique. Quand l'enfant n'est pas dans des conditions idoines pour acquérir le savoir, il n'y a pas d'enseignement dans ces endroits-là. L'enfant ne va rien acquérir. Quel est même l'exemple que nous donnons à nos enfants en leur présentant de pareils endroits pour aller acquérir la connaissance? On prépare quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de mettre dans leur tête, éduquer? Il y a deux concepts. Un concept qui dit il faut bourrer le crâne de l'enfant. L'autre concept qui dit il faut laisser l'enfant parce qu'il a déjà un cerveau, développer son propre cerveau. Il va prendre quoi comme repère? Le repère de cette saleté, de cette immondice, de cet abandon de la part de l'État et des structures décentralisées de l'État pour leur donner des meilleures conditions d'apprentissage. Je pense qu'au-delà de ce coup de gueule, c'est une interpellation vive à l'ensemble, n'est-ce pas? Mais aussi de nous-mêmes, dans nos quartiers. Il y a des chefs de quartier dans cet espace, des chefs de bloc dans ces espaces. Pourquoi ils ne peuvent pas apporter un minimum de sécurité à cet établissement qui est devenu l'endroit par excellence
où tous les brigands, tous les fumeurs de chanvre, avec tout ce que cela comporte, ont élu domicile. Donc, une fois de plus, nous ne pouvons pas parler d'une éducation à la hauteur des enjeux de développement que nous voulons avec de pareilles situations. Il faut rapidement que les autorités de la ville de Douala, que les autorités du Cameroun, que monsieur le maire de Douala 3e, se saisissent de ce problème et qu'ils essaient de faire quelque chose. Je vous avais dit sur ce plateau un jour, et ça se passe pas de cette école. Faites de tout, de toutes les écoles primaires, presque pratiquement la ville de Douala. La question des sanitaires, des lieux où les enfants vont se mettre à l'aise quand ils sont en difficulté, c'est une catastrophe. Il y a même des établissements où même les propres enseignants ne savent pas où aller se soulager quand ils ont un avis pressant. Comment on peut penser, on va dire, comment dire ça, en 2035, vous dites qu'il y aura quoi? Il y aura, votre mot là, c'est quoi? D'émergence. D'émergence en 2035. C'est avec ça qu'on ira à l'émergence en 2035? Donc, honnêtement, je pense que nous sommes là face à une catastrophe. J'ai vu des images de certaines écoles à l'extrême nord où les enfants sont sur des troncs d'arbres. Vous avez montré quelques-unes là. Pratiquement sur les troncs d'arbres. Et d'autres sont à même le sol. Le sol n'est pas du tout consolidé. D'autres, ils sont carrément, comment dire ça, en plein air, avec quelques piquets de bambou sur lesquels on a mis un peu de broussailles. Et c'est ça. On va d'ailleurs les avoir, les images, hein, justement, en face de nous. Nos décideurs. Oui. Or, quand on se rappelle que la plupart de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont bénéficié des conditions idoines. Ils ont été encadrés par les instituts, n'est-ce pas, laïques, mais aussi confessionnels, dans des conditions idoines. Ils avaient des cahiers gratuitement, ils avaient les plumes gratuitement, ils avaient les cartables gratuitement, ils avaient presque tout gratuitement. Aujourd'hui, qui sont aux affaires et qui sont censés donner de l'avenir à la jeunesse camerounaise, voilà le triste sort qui leur réserve. Je pense que les autres vont essayer de dire quelque chose là-dessus. J'ai été vraiment blessé dans mon amour propre, j'ai été complètement choqué, j'ai eu des cauchemars en me rendant compte qu'on fait de grands discours, on bavarde, on raconte des tas de choses, mais l'essentiel... Messieurs, voilà une école que vous avez en image, en plein air. N'est pas du tout fait. Le Cameroun doit se réveiller sur cet aspect des choses-là. Le ministre de l'Éducation de base, des enseignements secondaires, le ministre des Finances, le Premier ministre, le chef de l'État doivent prendre à bras de corps ces difficultés. Parce qu'au même moment, là, je sors de là, M. Ngos, regardez les immeubles qui sont juste des terres dans nos villes. Individuels, des individus. Souvent, on sait qu'ils ont des salaires plus ou moins minables, la plupart sont des fonctionnaires, mais les immeubles sortent de terre au même moment. On ne sait pas où ces gens prennent cet argent. Ils n'ont pris aucun crédit à la banque. Voilà le mode de développement ou bien le style de développement qu'on nous présente. Et puis, chaque fois qu'on a le courage de dénoncer ce fait-là, on dit vous n'aimez pas le Cameroun. Alors moi je dis, si c'est ça aimer le Cameroun, alors classez-moi parmi ceux qui n'aiment pas le Cameroun, parce que je ne peux pas aimer ce Cameroun de la médiocrité. Albert Anatole, ici vous voyez les images comme tous nos téléspectateurs ce matin. Peut-on dire aujourd'hui que l'école est en souffrance au Cameroun? Oui, c'est une grande catastrophe, ça il faut le dire. Tout à l'heure, Passion d'Homme n'a parlé que, je parle de l'aspect sanitaire. Faites un tour à l'université de Douala, dans les toilettes. Du moins, ce qui en tient lieu de toilettes. Vous allez sortir là étant malade, comme vous avez dit. Non, écoutez, je voudrais commencer par le début. Si M. Ngos veut ouvrir un établissement scolaire, que ce soit primaire ou secondaire, il vous est demandé un certain nombre de documents relatifs aux critères d'abord de sécurité et d'urbanisme. Et lorsque vous avez remis ces documents-là, il y a un comité qui se met en place pour venir voir si le cadre choisi, l'environnement choisi, répond aux normes de sécurité. Quand ça répond aux normes de sécurité, vous avez donc votre autorisation de création d'un établissement scolaire.
vous avez régulièrement dans des visites des inspecteurs ou des ingénieurs de ces départements sectoriels qui viennent justement constater que la feuille de route qui vous a été édictée est respectée. Dès que vous avez fini de construire votre infrastructure, avant de vous donner l'autorisation d'ouverture, il y a un autre comité qui vient constater qu'effectivement, tout ce qui vous a été demandé, toutes les conditions qui vous ont été éditées ont été respectées. Nous sommes là dans le privé. Mais pourquoi est-ce que dans le public, les mêmes conditions ne sont pas respectées, ne sont pas prises en compte? J'ai été dans un établissement, là où j'ai eu mon premier diplôme, le premier diplôme de ma vie. J'étais très surpris, quelquefois, que le matin, quand on revient, comme j'avais la malchance peut-être d'être au premier groupe, je venais souvent, quand on arrivait le matin, on trouvait les capotes dans les salles de classe, on trouvait, n'est-ce pas, les choses que parfois n'a pas cru pouvoir nommer tout à l'heure dans les salles de classe, on trouvait, n'est-ce pas, des mégots de chambre, et dans les toilettes, c'était toute autre chose. Et là, pour ce qui concerne l'entretien des toilettes, là où ça existe, c'est de la responsabilité des chefs d'établissement. Et oui. Maintenant, il y a un autre problème, parce que lorsque nous parlons des infrastructures scolaires, nous ne parlons pas que des bâtiments. Parce que ce qui est paradoxal, c'est quoi? C'est que vous avez certaines zones qui ont ce que j'appelle les écoles politiques. C'est-à-dire que là, on n'a pas véritablement besoin, il n'y a même pas de suffisamment d'élèves. Vous avez plus de salles de classe, même pas n'est-ce pas, d'encadreurs. Mais là, il y a des élèves, il n'y a pas de salle de classe. C'est un paradoxe. Or, moi, je trouve inadmissible que vous avez un lycée ou un CS à une distance de moins de 40 km. Ça pose un problème. Là, vous vous retrouvez avec un établissement à cycle complet qui a au tout au plus 50 élèves, alors que cet établissement peut être transposé, construit ailleurs, là où justement la demande est forte. Et très souvent, c'est un établissement qui est encadré par une seule personne, c'est-à-dire qu'il enseigne de 6e jusqu'en terminale. Il n'y a même pas de personnel enseignant. Pourquoi? Tout le monde veut venir travailler en agglomération. Ça, c'est notre problème aussi. Vous avez des enseignants, je parle sous le contrôle des enseignants qui sont sur le plateau. Hein. Vous avez des enseignants qui sont recrutés tous les jours, que ce soit dans le secondaire, le primaire ou dans le supérieur, qui sont utilisés dans le ministère et non sur le terrain. Eh oui. Si vous faites le tour des ministères, vous allez trouver que plus de 60% des effectifs de ces ministères, c'est des enseignants. Mais tous les jours, on parle des déficits d'enseignants. Mais quand ça sort, on les recrute ailleurs, au lieu que l'État forme, n'est-ce pas, son personnel, forme le véritable personnel qui, pour justement les différents départements ministériels. Il y a également pas mal d'enseignants qui ont abandonné carrément des localités, ils sont à la maison, hein. Mais perçoivent quand même de l'argent à la fin du mois. J'y arrive. Donc, vous avez donc justement ce problème, c'est-à-dire que tout le temps on parle des déficits des personnels enseignants, mais il y a un déficit parce que, justement, on crée ce déficit. Vous ne pouvez pas utiliser les enseignants dans les ministères. Non. L'enseignant est fait pour aller enseigner. Vous avez aujourd'hui des enseignants qui sont nommés à des postes qui exigent une certaine expertise technique. Comment ça peut se comprendre, par exemple, qu'on puisse nommer un enseignant, comme, je prends un cas, qu'on puisse nommer un enseignant, par exemple, comme directeur de tutelle nautique. C'est un exemple. Ça tient la route, cette histoire-là. Il y a un problème de casting. Donc, vous avez donc les cas de figure comme ce que je suis en train d'évoquer là. Maintenant, pour revenir, il y a même déjà un autre problème qui se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez maîtriser la carte scolaire du Cameroun? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de carte scolaire au Cameroun. Ça n'existe pas. Parce que pour pouvoir construire les établissements, il faut déjà maîtriser la carte scolaire pour savoir à quel niveau il faut renforcer les infrastructures, à quel niveau il y a un déficit, à quel niveau il n'en a plus besoin. Je veux dire qu'il y a c'est-à-dire chaque député, chaque maire veut avoir son établissement scolaire parce qu'il faut que au prochain mandat, qu'il soit reconduit. Ça pose un problème justement, ça crée un désordre. La deuxième chose, et je sors par là, que je voudrais indiquer, c'est quoi? C'est que c'est assez scandaleux parce que
tout à l'heure, le grand frère patient me le disait, c'est que vous avez des élites. Je parle le cas de du Grand Nord, qui sont multimilliardaires. Mais vous, tous les jours, vous voyez, par exemple, les populations parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau, alors qu'ils ont la possibilité de construire des forages. Et quand ils en construisent un, les populations n'ont pas assez d'eau-là. Elles doivent se débrouiller. C'est notre cas de figure, parce que nous parlons du social. Donc, lorsqu'on voit dans ce genre d'image, dans un pays comme le Cameroun, qui a autant de milliardaires, il y a un problème. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'éducation de la jeunesse camerounaise n'est peut-être pas la priorité du gouvernement, parce qu'il faudrait aller même voir le budget qui est alloué au secteur de l'éducation. C'est-à-dire, vous prenez le budget des 3 ministères en charge de l'éducation. Franchement, c'est pas ça. Mais il y a un très gros budget qui est consacré notamment à la défense, c'est-à-dire à la sécurité, à la défense, tout ce que... Je pense qu'il y a un problème. En passant, il était question qu'il y ait l'école gratuite pour les primaires. Elle est gratuite, cette école? C'est une bonne interrogation. D'ailleurs, c'est une très bonne interrogation. Et Pépé Mikaï, vous êtes enseignant. Il y a également les écoles, il y a des écoles publiques, des lycées et collèges publics qui existent depuis des décennies et n'ont jamais reçu un coup de jeûne. Et lorsque vous arrivez parfois dans ces établissements, vous avez même parfois envie de vous mettre une balle dans la tête. Disons-le comme ça. Oui, ça c'est évident. Dans la ville de Douala, on peut avoir des exemples des gens sur cet aspect-là. Il y a peut-être 2 mois avant le début de la rentrée scolaire, on avait tenu un débat sur le système scolaire camerounais. C'était pas sur le système scolaire camerounais, oui. Sur ce qu'on entrevoyait par rapport à la nouvelle année scolaire qui débutait. Et on a dit, peut-être notre analyse a un peu choqué, mais c'était justement une réalité par rapport au drame que traverse le système éducatif camerounais. Et j'avais pas été excessif, j'avais dit ce jour-là qu'en réalité, on a privatisé l'éducation au Cameroun pour la confier entre les mains des charognards. Et le contraste qui est assez frappant, comme disait Parfait tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que les établissements publics sont dans un état de délabrement très avancé, alors que les établissements privés ont un confort insolent. Mon épouse est enseignante dans une école privée de la place, où dans le bâtiment, les élèves ont 2 toilettes dans leur salle de classe. Toilette fille, toilette garçon. Toilette garçon, dans une salle de classe. J'ai eu la chance en 2014 de faire partie d'un projet de la Banque mondiale sur l'état des sanitaires dans la ville de Douala. Bon, là, on ne s'était pas limité seulement aux écoles. Déjà que le projet portait sur les écoles publiques. Oui. On s'était sur les infrastructures publiques, autant pour moi. On ne s'était pas limité seulement aux écoles. On avait également inspecté les latrines des hôpitaux. On avait eu accès aux latrines des marchés. Et bien évidemment, aux latrines des infrastructures scolaires primaires comme secondaires. Et là, je ne vais pas vous donner les conclusions, parce que les conclusions, forcément, dans ce type de projet, il faut faire un rapport et le lire. Mais si je vous donne les conclusions de ce que j'ai perçu par rapport à comment nos enseignants ont de la peine à gérer le quotidien de latrine dans leurs établissements. Je pense que j'ai travaillé avec des directeurs et des professeurs. Le constat qui est frappant était que peut-être, y compris le lycée d'Oyak, vous allez dire que c'est mon établissement d'attache, qui s'en sortait avec des latrines de qualité, parce qu'à l'intérieur, tous les dirigeants de cet établissement ont toujours eu un personnel en charge de la gestion des latrines. Oui. Mais les autres établissements, le lycée de Deido par exemple, je ne sais pas comment ça se passe, mais il faut y aller et regarder comment les enfants, dans quelles conditions les enfants essayent de se soulager. Il ne faut pas oublier de le dire que la pièce la plus importante à l'intérieur d'un ménage, ce sont les toilettes. C'est-à-dire que ce n'est pas les murs, tout ça, c'est prioritairement les toilettes. On a coutume de dire qu'on ne loue pas la maison, on loue les toilettes. Donc, quand vous voulez prendre une maison et que vous vous rendez compte que les murs sont bien, mais que les toilettes ne sont pas d'un certain confort, généralement, tu ne peux pas trouver client. Les gens vous disent que non, ils ne peuvent pas prendre votre maison. Oui. Donc, c'est pour indiquer un peu l'importance de ce type de dispositif dans
les infrastructures sociales. Tout à l'heure, Albert Anatole a évoqué par exemple 2 aspects. Il a parlé par exemple de l'université de Douala que je connais très bien. La gestion des toilettes dans cette institution a toujours été une calamité, que ce soit pour les étudiants mais également pour les enseignants. Il a également évoqué les mécanismes de création d'un établissement. C'est-à-dire que c'est les fonctionnaires de la République qui donnent le quitus au privé de pouvoir créer un établissement. Mais c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'ils donnent de l'ingénierie, ils appliquent la norme pour les privés, qui parfois remplissent les critères de cette norme-là, mais eux-mêmes, ils sont incapables de pouvoir imposer la même norme au sein des établissements qui relèvent directement de leurs compétences. Faites un tour aussi à l'école publique de Ndombé. Moi, j'ai fréquenté là-bas pendant peut-être 5 ans. Allez regarder les toilettes, allez regarder l'état de cette école. Je vous rappelle que c'est une école qui a été créée en 1952. Et c'est l'une des premières écoles installées dans l'arrondissement de Douala 3e avec l'école publique de Japoma, qui était créée un peu plus tôt. Allez voir l'état de développement de cette école. Et, ironie du sort, c'est une école d'application. C'est-à-dire que c'est une école qui est censée être comme un laboratoire de tous les étudiants de l'ENIEJ en phase de formation pour avoir le titre d'instructeur. Mais allez voir cette école, je passais encore là tout à l'heure avec mes moyens de transport. Pas de barrière, les bâtiments délabrés. Et ce qui est frappant, c'est l'architecture du bâtiment central. Lui n'a pas pris un coup de l'âge. Il est resté là, mais il est victime de la vieillesse. C'est-à-dire que il n'y a pas les moyens d'entretenir ces écoles. Mais que font les APE dans ce cas? Non, c'est une école privée. En réalité, les APE, les moyens légaux ne sont pas censés exister dans cette infrastructure. Mais pourtant, ça existe. Mais pourtant, ils ne sont pas censés exister parce que tout à l'heure, ils ne sont pas censés exister, voilà, mais ça existe. Je rejoins le propos d'Albert Anatole ici, sa chute. On a dit que l'école est gratuite au niveau du primaire. Donc on n'est pas censé avoir des mécanismes de collecte d'argent à l'intérieur de ces structures. On est plutôt censé avoir des mécanismes de subvention pour l'entretien à la fois du personnel, du matériel et des bâtiments. Donc, vous parlez tout à l'heure d'un coup de jeûne. Le problème ne se pose pas seulement à Douala ou dans nos campagnes. Le problème est un problème général. Général dans tout le pays, il faut le dire. On a abandonné le secteur de l'éducation entre les mains des charognards qui ont gratouillé un certain nombre de pourcentages et un pourcentage important. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les infrastructures du privé et vous regardez les infrastructures du public, je vous rappelle que même les fonctionnaires eux-mêmes, ils n'envoient pas leurs enfants dans le public. Ils envoient leurs enfants dans le privé. Et pourtant, c'est eux qui sont chargés d'animer le système éducatif du public. Mais c'est quand même un contraste. Et c'est un peu lamentable. Parce que si votre fruit, le fruit de vos entrailles, votre enfant, n'est pas dans un système, comment vous allez faire valoir toute votre compétence pour que ce système fonctionne? C'est de ça qu'il est question. On a aujourd'hui des lycées et collèges qui sont... Moi, j'ai fréquenté au CEDENIAL à l'époque. Il a été créé en 1994. Si vous y allez, rien n'a changé. Rien n'a changé. On est parti, on avait à l'époque un bâtiment qu'on appelle le poulailler parce que c'est parti d'un poulailler pour devenir un CS. Le bâtiment central, là, c'était un endroit où on élevait les poules. Mais il est encore là, avec la même architecture, avec la même topographie, avec les bâtiments construits en matériaux provisoires. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, ces bâtiments existaient déjà. C'est vrai qu'avec la cosmopolité, le prestige de l'établissement, il y a eu un ajout d'un certain nombre d'établissements. Il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas avoir des lycées bilingues dans une ville comme Douala et que ces lycées soient construits en matériaux provisoires, sans latrines. En fait, on ne comprend pas comment ça se passe. Et puis, pour chuter, j'ai également fait un tour à cette époque, dans ce projet-là, dans le cadre de ce projet, au niveau du camp Beto. Vous savez qu'il y a une grosse infrastructure scolaire publique là-bas, que ce soit au niveau de la maternelle. Bon, en fait, dans ce débat d'infrastructure-ci, je plains le sort des enfants de la maternelle publique. Parce que vous n'imaginez pas l'abandon dont est victime à la fois le corps enseignant et les enfants. Je vous rappelle que dans cette ville-ci, il y a des structures de maternelle privées qui coûtent 400 à 500 000 francs. Moi, j'habite à Yassa.
C'est le fleuron de toutes les écoles UP, modèle canadien, américain, russe, actuellement dans la ville de Douala. Mais faites un tour dans les écoles primaires maternelles. Infrastructure publique. Infrastructure, équipement, motivation des enseignants. Vous allez avoir honte. Il n'y a parfois pas les latrines. Et je vous rappelle que de tout petits, eux, ils vont aux toilettes à la seconde. En fait là, nous, quand on était plus jeunes, on savait que l'enseignante de la maternelle, c'est celle-là qui enlève les déchets aux enfants. En fait, elle s'attelle plus à cette tâche-là qu'elle est formée sur le modèle de préscolarisation. Mais allez voir les infrastructures sanitaires qui existent dans ces écoles. Il faut vraiment que les autorités essayent de se réveiller. Ça ne va pas. Docteur Jean-Paul Bellec, je vais me tourner vers vous ce matin. Bon, vous avez là une triste description, il faut le dire comme ça, des infrastructures scolaires au Cameroun. Dans les 4 coins d'ailleurs du pays, il y a des écoles qui ne sont pas construites. On reçoit des cours en plein air, parfois sous un arbre. On est revenu à l'école sous l'arbre. Dans certains établissements qui ont été construits il y a encore plusieurs années aujourd'hui, il n'y a pas de toit, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de latrine. Et c'est devenu le lieu, enfin, on va le dire comme ça, le lieu privé des brigands. Ben, c'est là-bas où on se trouve. N'y a-t-il pas un contraste entre ce que nous voulons devenir et ce que nous sommes? Nous, c'est qui? Le Cameroun. L'Afrique tout entière. Quand vous dites nous, le nous, là, vous l'avez dit. Nous, c'est le Cameroun. C'est le gouvernement, c'est le citoyen, c'est ceux qui viennent de parler. C'est tout le Cameroun entier. C'est vous qui le souhaitez, c'est qui? Tout le Cameroun en entier? Oui. Quel que soit Alpha. Alors, dans ce cas-là, pourquoi les dirigeants ne s'en occupent pas? Bon, déjà, moi je dis, quand j'entends tout ça, vous avez fait tout le tour, je suis le dernier. Oui. On sait que j'ai encaissé tous les mauvais chocs là. Là boum, 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 j'accepte tout. Ok, quand j'arrive maintenant à mon tour, ben, je dis, surtout que Bikaï, il dit qu'il a travaillé pour la Banque mondiale, ils ont fait un rapport. C'est ça, non? Alors, vous êtes étonné que Donald Trump ait dit que ce genre de pays sont des shit countries? Puisqu'on n'a parlé que de shit là, finalement. C'est du shit dont vous parlez. Il y a eu le shit, on fume, et le shit, des déjections. Oui. Donc il a peut-être pas tort. Il est peut-être même tellement honnête qu'en fait, c'est à nous de nous réveiller parce qu'on devrait avoir honte. Or, on n'a pas honte. La honte a disparu de ce pays. Restons sur le Cameroun. On devrait avoir honte. Moi, j'ai honte. Moi-même, j'ai fait l'école principale de la cité SIC. C'est vrai qu'ils ont rajouté un bâtiment, mais il est beaucoup plus dégradé qu'il était quand moi j'y étais. Bon, on me dira qu'il y avait moins d'effectifs qu'aujourd'hui. Et à cause des effectifs, on a du mal à gérer tout ça. Bah, dans ce cas-là, il faut quitter le CFA. Parce que quand vous... Ben oui, parce que c'est là que notre argent est limité. Tous les sommes que vous avez données là, la somme que Haïti a donnée, c'était dans les 5 000 milliards et quelques de francs CFA, n'est-ce pas? J'ai calculé, ça fait 10 millions de dollars. Divisé par 10, pour chaque région du Cameroun, ça ferait que 1 million de dollars. Vous voulez faire quoi avec 1 million de dollars d'important, de significatif? Je signale. Et puis c'est honteux pour le pays de Ruben Omioré. Puisque l'Union des populations du Cameroun parlait d'élever le standard de vie des populations du Cameroun. Au bout de 60 ans, c'est ça, élever les standards de vie? Moi, j'en déduis simplement que le grand nombre des dirigeants du gouvernement, de l'administration, du sous-préfet au ministre, sans compter le président, par politesse, mais je pourrais le compter aussi, hein, voilà, ben, ce sont tous des gens, comment dire, des irresponsables, qui n'ont pas vraiment le souci de la population, c'est des irresponsables. C'est ce que moi je vois. Et puis ils n'ont pas honte, et puis ils n'ont pas cette continuité historique. La conscience historique n'existe pas, c'est ces gens-là. Parce qu'au moins là, on aurait honte de faire moins bien que nos ancêtres. Je vous signale qu'en Égypte ancienne, oui, qui est la civilisation la plus anciennement attestée en Afrique, je parle d'attestation. C'est-à-dire qu'on peut lire ce qui est écrit encore aujourd'hui. Ok? Il y a eu des civilisations qui ont précédé, d'autres ont suivi. Dans la même culture africaine. Mais celle-là, c'est la plus ancienne attestée. C'est-à-dire que les documents sont là, on peut lire. On dit père Ankh pour dire une école. Père, c'est la maison, Ankh, c'est la vie. Maison de vie. Quel enfant a envie de vivre dans une telle shit school? Attends, une école où le matin, il y a des préservatifs qui traînent, et il y a tout ça là, et puis les latrines. Et vous parlez de latrines, vous ne parlez pas de toilettes. Vous avez beaucoup parlé de latrines. Même les latrines, même s'il y avait des bonnes latrines, ce sera discuté. Parce que les latrines obéissent à certaines normes. C'est une certaine distance par rapport au lieu où les gens fonctionnent. Où il y a l'eau, par exemple. Est-ce que ce serait même respecté, même dans les écoles, il y a des bonnes latrines? Vous voyez? C'est des toilettes qu'il faut, c'est pas des latrines. Dignes de ce nom, des êtres humains, des petits enfants là. Et puis finalement, quand on parle de
d'infrastructures sanitaires, mais parce que dans l'infrastructure, il y a aussi les infrastructures sanitaires, vous en avez beaucoup parlé. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on n'a pas peur de plomber le budget de l'État si les enfants devaient se forcer à aller dans cette toilette où ils attraperaient des maladies imprévues et qui viendrait encore plomber le budget de la santé? C'est bête, c'est idiot, c'est stupide. C'est l'esprit de gens qui n'ont aucune... comment dire, en fait, n'ont pas l'esprit mathématique. Donc, excusez-moi, je reviens sur les mathématiques. Oui, parce que c'est son esprit mathématique. Même celui qui profite de l'établissement pour aller faire son business la nuit avec sa copine ou son copain devrait savoir qu'en partant, il faut enlever le préservatif, puisque ses propres enfants ou ses cousins ou ses neveux, n'importe qui peut venir de là. Ça, c'est l'esprit mathématique qui l'obligerait à faire attention, à veiller en sorte que il fait ça et c'est du ni vu ni connu. Or, il ne le fait pas. Donc, lui-même a été mal éduqué. Ok? Les toilettes, c'est la même chose. Pour accueillir, il faut que l'enfant ait envie de venir dans cette école-là. Mais qui a envie d'habiter dans de tels établissements? Donc c'est le modèle qu'on donne à l'enfant. On lui dit que plus tard, en fait, ça c'est ton modèle. Hein. Si jamais, par exemple, tu es nommé à un poste, si tu fais ça, c'est déjà bien. Hein? Puisqu'il lui-même aura évolué là-dedans. Ça ne donne pas envie d'y aller, en fait. Ça ne donne même pas envie à l'enfant d'aller à l'école. Donc si un enfant est résistant, tous les matins, il ne pleut pas aller à l'école. En fait, on dit que c'est le mauvais élève. Non, c'est le bon élève. Parce que ça ne l'attire pas. Vous voyez? Moralité, il faudrait que nos autorités démissionnent. S'ils sont incapables d'apporter l'ordre à ça, ils devaient démissionner. Ne serait-ce que moralement. Et moi, je ne plaisante pas. Vous avez parlé de ma machette hier. Hein. Moi, je suis pas à la sortie. Hein. Elle est aiguisée s'il faut. Ah oui, moi, je ne discute pas. Bon, maintenant, vous avez parlé beaucoup des enseignants. Et les enseignants. Et puis, c'est peut-être pas clair le discours là, entre le privé et le public. Finalement, le privé fait mieux que le public. Mais finalement, c'est le privé que vous allez plomber en disant qu'il ne respecte pas telle ou telle qualification. Mais en fait, finalement, c'est le public qui ne respecte pas. Puisqu'en fait, c'est ceux qui viennent, ils sont maîtres, juges et partis. En même temps. Donc, ils sont classifiés. Maintenant, les enseignants, il y a eu une petite accusation sur les enseignants là, qui démissionnent, qui perçoivent quand même les salaires. Et ça veut dire que ça, c'est par rapport au public. Oui, c'est pas le privé, parce que le privé ne paierait pas du tout. Non, revenons sur le privé que apparemment paraît... Non. Quels sont les salaires des enseignants dans le privé, dans une école publique? 40 000 francs minables. Et si tu habites dans un quartier comme la Cétique, tu dois aller enseigner, il y a ça. Tu as au moins tes 20 000 francs de transport. Hein? Tous les mois. Il te reste quel salaire? 20 000. C'est ridicule. C'est honteux. Ça veut dire qu'il faut qu'on quitte le CFA. Il faut qu'on gère notre monnaie. Parce qu'on réalise pas. Il faut qu'on arrête de faire exploiter nos matières premières avec des taux du genre, la société privée prend 90%, l'État n'a que 10%. Vous voulez faire quoi avec 10%? Donc, ça veut dire que le fait même qu'on ait besoin d'élever nos standards de vie nous oblige à refuser l'impérialisme et à refuser les standards économiques qu'on impose aux pays du tiers-monde. Puisque ça nous défavorise au point que, même si nos dirigeants avaient la meilleure volonté, ils ne pourraient pas faire grand-chose de bon avec ça. Et le CFA nous plombe également, parce que ça nous donne toujours, on a l'impression de donner des gros chiffres, alors que c'est ridicule. 5 milliards et quelques de francs CFA, ça ne fait que 10 millions de dollars. C'est nul. Ça ne vaut pas la peine. Ok? Donc moi, je pense que je n'ai pas tort à parler de ma machette tout le temps. Et je suis prêt maintenant à l'aiguiser. Hein. Parce qu'il est temps que ça s'arrête. Non, à un moment donné, on est de ce nom. On dit, il est temps que ça s'arrête. Moi, je dis que demain, je suis libre. Je dois être libre demain. C'est aussi simple que ça. Et ma vie, je la donne pour la descendance. Mais redonner encore 60 ans. Bah, attends, mais on est... Bon, ok, j'arrête là, parce que sinon, je vais en rajouter. Patient parfait, donc avant de lire les messages de nos téléspectateurs ce matin, je vais me tourner vers vous finalement. Comme le disait d'ailleurs le docteur Mbelek ce matin, les écoles privées sont mieux loties, les écoles publiques moins. Et en ce moment-là, les personnes qui trinquent le plus souvent, c'est le fils du pauvre. Parce que ceux qui ont un peu plus de moyens vont justement mettre leurs enfants dans les écoles privées. Mais vous avez parfaitement raison. Bon, je suis tout à fait d'accord avec Mbelek, de toute façon. Oui. C'est une rengaine. On a l'habitude de revenir là-dessus, même pour ceux qui, je pense, ne pas comprendre. Comment dire ça? L'obligation de conquérir une souveraineté monétaire ne fait plus l'objet d'une quelconque discussion. Sans cette souveraineté monétaire-là, on va avoir de la peine à implémenter un certain nombre de projets, quelle qu'en soit la bonne foi, les décisions que nous avons, qui soient à la hauteur de nos ambitions. C'est tout à fait clair. Le drame dans cette affaire, c'est que vous l'expliquez, c'est qu'on a l'impression, on a écouté ces débats-là pendant la période de privatisation de nos entreprises, où les journalistes, à l'époque, qui n'avaient pas de contradicteur, de la CRTV, l'État ne peut plus compter être une vache à laine.
Oui. Donc, il faut que les gens comment on dit ça? L'expression, c'était la serre la ceinture. La fin de l'État-providence. La fin de l'État-providence. Oui. Qu'on se serre bien les ceintures parce que ça va être difficile. Le paradoxe, c'est qu'au même moment où le petit peuple doit se serrer la ceinture, où la vache à lait, soi-disant, a disparu, il a surgi comme ça de nulle part une catégorie, une frange de la population travaillant, n'est-ce pas, dans la fonction publique, justement, qui s'est enrichi de manière incroyable, scandaleuse. À la russe. Vous comprenez? On a donc arrêté de privatiser l'enseignement. De fait. Et quand vous allez gratter pour voir ceux qui ont ces établissements scolaires flamboyants, la plupart c'est des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires qui ont ces établissements. À la Yaoundé, où il y a des établissements qui ont des pensions qui font le million. Qui est derrière? Vous allez trouver des grands gradés de l'armée, des gens qui travaillent à la présidence, qui travaillent dans les ministères. C'est eux qui ont ces établissements. Et le pauvre petit Camerounais qui ne compte que sur, comment dire ça, ce cadre, sur le public, sur la force publique, sur l'ambition publique, pour pouvoir s'éduquer comme eux, ils ont été éduqués hier, c'est ça qu'on lui sert. Des établissements, justement, je suis d'accord avec Belek, qui ne donnent pas envie d'y aller. Je vous dis, vous n'avez jamais vécu ce spectacle, moi je les ai vécus. Où l'enfant rentre justement dans les toilettes. Mais partout, il y a des déjections. Il ne sait pas où mettre des pieds. Et comment fait le gamin, lui aussi, à l'entrée, il essaie de se débrouiller. Il se débrouille rapidement. Et justement, vous avez raison en parlant des maladies qui peuvent être contractées dans ces... On parle le choléra, les diarrhées, les dysenteries. Mais ça part de là. Et quand ça part de là, on amène l'enfant dans un hôpital. Donc ça continue de grever le budget de l'État. Cet argent, n'est-ce pas, on aurait pu l'utiliser pour construire encore de meilleurs hôpitaux, une meilleure formation et des infirmières et des médecins, etc., etc. On ne le fait pas. Donc on joue arrêté contre nous. L'État a décidé, par le biais de ce capitalisme sauvage qui est en train d'envahir complètement, et c'est ça aussi le projet de France CFA. C'est-à-dire que éliminer toute forme de socialisation, même du point de vue de la pensée, n'est-ce pas, de notre devenir. Il faut tout privatiser. Et après, on viendra nous dire que non, mais si vos parents n'avaient pas été assez... Nos parents, ils ont travaillé, hein, c'était vraiment à la dure, au bras de leur corps, qu'ils ont, n'est-ce pas, les vérins hydrauliques qui le servaient de biceps, c'est ça qui a servi à avoir cette fortune. Alors que tout le monde sait que c'est le fruit de la corruption, du vol et du pillage, n'est-ce pas, de la fortune publique, qui leur donne la possibilité d'avoir ce train de vie. Et justement, comment un fonctionnaire qui gagne moins de 300 000 francs le mois peut envoyer son enfant dans un établissement où on paye 400 000? Comment est-ce possible? C'est pas possible. Donc il y a des revenus externes qui viennent d'ailleurs. C'est quoi? Ils viennent de la corruption. C'est ça le problème. Je continue de dire, on a eu des dons japonais. Vous voyez dans cette école-là, quand vous regardez bien l'image de cette école, une partie fait partie des dons japonais. Bon, mais comme... Finalement mal entretenu. Oui, mais comme l'affluence était telle que les plus petits n'avaient plus d'espace, bon, les anglophones ont décidé de se mettre ensemble pour faire un établissement. Et les francophones se sont aussi mis ensemble pour faire ces bâtiments-là que vous voyez, aussi délabrés. Le hic, c'est que les pouvoirs publics n'ont plus suivi au niveau de l'encadrement. Parce que la plupart de ces bâtiments ont été faits des parents. Hein, ont été faits par les parents. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de l'APE, on me dit que l'APE n'existait pas, mais ont été faits par des parents. C'est ça. Quand le paquet minimum n'arrive pas vite, c'est parce que ça existe toujours, n'arrivait pas vite, c'est les parents qui suppléaient à ce paquet minimum. En attendant, vous voyez, les chefs d'établissement, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Donc, ils ne peuvent que se reporter vers les pouvoirs publics, d'où l'interpellation du maire de la 3e pour qu'il essaie de faire quelque chose. Donc, je pense sincèrement que nous sommes dans un état où il y a deux types de citoyens. Ceux qui, enfin, ont des moyens, parce qu'ils sont là où ils sont, et la franche majorité de la population qui a abandonné elle-même. Elle a abandonné elle-même sur tous les plans. Sur le plan de la santé, sur le plan de l'école, allez voir nos marchés.
On avait fait un coup de gueule ici pour que c'était marché sporadique et spontané ne s'installe pas un peu partout. Allez au marché, allez dans nos marchés. Là, c'était pas mieux. Les vivres, ça même le sol, dans la boue. Dans la boue. Allez au marché, comment ça, des chefs. Là où il y a cet endroit où on égorge les porcs qu'on nous vend. Allez voir dans quelles conditions. Vous n'allez plus jamais manger de porc de toute votre vie. C'est quoi ça? Allez aussi au marché Dakar. Allez au marché Dakar, là où on vend du charbon. Regardez comment on étale les vivres frais sur la bouse, je ne sais pas de quoi. Et c'est ça qu'on vend aux gens. Et après, vous êtes étonné qu'à la moindre petite consommation d'une salade douteuse, vous avez des problèmes. L'État ne s'occupe pas. Mais ces commerçants, ils payent des impôts. Hein. Ils ont des tickets journaliers qu'il faut payer. Oui, les taxes communales. C'est les taxes communales. Hein. Donc, ils doivent se faire encadrer. Non, c'est ça. L'État laisse faire. C'est comme si l'État était débordé. Des marchés spontanés qui se justent de partout. Tout à l'heure, il a parlé des conditions pour la création d'une école. Il a d'abord les deux. L'autorisation de création. On parle de 2000 mètres carrés. L'ouverture effective. Voilà. Il y a deux. Il y a les conditions. Il faut avoir 2000 mètres carrés. 2000 mètres, 2000 à 2500 mètres carrés. Il faut des aires de jeu, il faut des toilettes à niveau, etc., etc. Mais dans le public même, quand vous voyez ce que les latines qui servent de toilettes à ces enfants, regardez, dans le public. On vous a compris. Je pense que, pour sortir là, c'est une manifestation d'un abandon, d'un échec. Et où les gens se sont dit, nous sommes à des postes de pouvoir, on va continuer de s'enrichir, l'enfer c'est les autres. L'enfer, justement, c'est les autres. Albert Anatola, ici, en quelques secondes avant que je commence à lire les messages, parce que nous allons sortir de cette édition dans un instant. Justement, dans les établissements publics, il n'y a même pas des aires de jeu. Il n'y a pas un endroit pour la récréation. Et on se pose bien des questions de savoir si on est réellement dans un établissement public. Écoutez, c'est le règne de la normalité. En réalité. Parce que, déjà, dans les conditions de création d'un établissement, vous devez avoir une clôture. Parce que l'établissement scolaire est intangible. Il faut protéger les élèves. Mais avec fait un tour au lycée Niala, il n'y a pas de clôture. Hein. Mais sauf que, malheureusement, l'État ne peut pas se faire harakiri lui-même. Et vous allez constater que la plupart de ces établissements ont un problème commun. L'absence d'entretien. Ça, c'est important, l'entretien. C'est même dans les édifices publics, c'est flambant neuf pendant peut-être 5 ans, quelques temps après, on n'entretient plus. Vous vous retrouvez en train de prendre de gravir les escaliers qui vont vous conduire au deuxième étage sans ascenseur. Parce que l'ascenseur est tombé en panne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la culture de l'entretien. Je conteste également, par exemple qu'à Douala, vous avez certains établissements publics qui sont très bien entretenus. Mais pas seulement pas les autres. Pourquoi? Je parle au cas du lycée Jos. Pourquoi est-ce que le lycée Jos n'a pas le même problème que la plupart d'autres des établissements de la ville de Douala? Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Il y a un problème de responsabilité. Il y a un problème de responsabilité parce qu'il y a un problème de responsabilité et d'éducation même déjà de ces gens. Parce que si vous confiez... Oui, mais il faut ajouter que le lycée Jos est en plein cœur de Bonanjo. Mais ça peut, oui, bon, le lumpen prolétariat ne se retrouve quand même pas à Bonanjo. Non, je veux dire que oui, on parle, le lycée Mongo n'est pas aussi mal entretenu que ça. C'est à la périphérie. Ah oui. Monsieur, souvenez-vous quand même de l'école publique Bonapiso garçon, Bonapiso fille, qui était quand même des exemples. C'est en plein. En plein cœur de la ville. Vous voulez que je revienne également sur l'école publique Bonapiso garçon? Justement, un problème d'entretien. Maintenant, c'est carrément la boussaille. Parce que vous avez là les associations de parents d'élèves qui justement manipulent l'argent. Cet argent, ça sert à quoi à la fin? Il n'y a pas d'aide de jeu, justement, ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui on se retrouve avec une jeunesse violente, parce qu'à l'époque, on avait des aides de loisirs. On avait des aides de loisirs. Vous avez des établissements qui n'ont pas d'aide de loisirs. Et quand bien il y en a un espace, on vient construire notre établissement là-dessus, un autre bâtiment dessus. Vous faites le sport comment?
l'éducation physique. Le sport également, c'est un moyen d'insertion professionnelle. Justement, une discipline qui est peut-être facultative. Il n'y a même pas la cour, ne vous inquiétez pas. C'est pour vous dire qu'il y a déjà un problème. Vous imaginez. Il y a un tel problème. La récréation se fait dans les qui n'a pas d'aide de loisirs pour les élèves, qui n'a pas de cantine, parce qu'on avait des cantines à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas toutes ces infrastructures-là. Ça veut dire qu'il y a une démission de l'État. Messieurs, permettez-moi de lire des messages. Je sais que vous êtes remontés ce matin, mais il fallait qu'on en parle ce matin, pendant que d'autres personnes sont sur d'autres sujets. Salut Steve, pour la grippe, il faut prendre la tisane des feuilles d'eucalyptus ou une tranche de jus de citron naturel. Dans la gorge, tu verras que tu vas sortir tout ce qui se trouve dans ta gorge. Excuse-moi si j'ai parlé comme ça, hein, c'est Kofi Hervé du Bénin. Non, mais c'est votre don le plus absolu. Hein. Je suis à votre service, ne vous inquiétez surtout pas. Bonjour Steve Ngoz et son panel. Hier, Dr Belek a eu la même réaction que Guillaume Sorti, que je n'apprécie pas ailleurs. Hein. Le salut de la Côte d'Ivoire doit impérativement venir de l'armée ivoirienne avec les vrais Ivoiriens. C'est monsieur Otoa et Foulane à Yaoundé. Merci également à vous ce matin. Bonjour le panel Steve, très bon thème ce matin et c'est triste pour notre pays. Demandons au professeur Belek ce qu'il faut car l'heure est très grave. Bonne continuation et bonne journée. Richard qui nous écrit depuis PK19. Il continue à nous dire, s'il vous plaît Steve, j'ai besoin de documents sur les accords de coopération et autres. Merci PK. C'est Richard de PK19. Il vous pose la question de demander de savoir ce qu'il faut faire maintenant, à l'heure-ci, parce que les choses sont tellement graves. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut mettre les hommes idoines ou les femmes idoines à la place qu'il faut. Des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Les hommes ou les femmes. Hein. Et les hommes ou les femmes d'ailleurs. Qu'il faut à la place qu'il faut. Oh, il vous a répondu. Bonjour à tous les panélistes. J'ai appris en tout cas vos analyses et toutes vos positions. Merci vraiment. Tout ce qui arrive à notre cher et beau pays vient de ceux qui sont aux affaires. C'est juste le manque de la volonté politique. Tout pour ce qui concerne le manque d'infrastructures. Ce matin, j'ai les larmes aux yeux quand ce qui est construit par les chefs d'établissement ne peuvent pas les entretenir. La personne ne nous a pas laissé son nom ce matin. J'espère seulement qu'elle donnera ce nom dans les quelques minutes qui viennent. Bonjour DBS, je veux intégrer le groupe WhatsApp panafricain, s'il vous plaît. Oui, vous aurez l'occasion de le faire. Monsieur Hervé Nguetti se chargera de le faire dans un instant, juste à la fin de cette édition. Vous ferez partie justement du groupe Fan Club DBS Matin. La grande force politique des hommes et femmes en la solidarité. Jeune, Monsieur Noël, Monsieur UPC. Bon, c'est ce qu'il nous écrit ce matin. J'ai pas compris, mais bon, il nous a tout dit. Bonjour à vous en studio. Je voudrais signaler que les Camerounais devraient apprendre à manifester pour réclamer le droit fondamental aux infrastructures. La solidarité est primordiale pour le Cameroun. Donc, il faut déjà qu'au Cameroun, les populations apprennent à s'unir et à manifester et que les oppositions apprennent à faire leur travail et mènent des dures batailles à ce parti. Bon, d'accord. À partir, depuis 60 ans, on ne fait vraiment pas de grands travaux pour l'ensemble des Camerounais, dont les Camerounais doivent les obliger à travailler pour eux et surtout manifester pour faire pour virer les corrompus. C'est Biagio depuis l'Italie, le Cameroun que j'adore. Bon travail à vous. Merci également à vous qui nous écrivez depuis l'Italie ce matin. Bonjour Monsieur Ngoz, où est passé le professeur Mbok Basson et le professeur Koumandou Maître à éviter les sur DBS, s'il vous plaît. Bon. Allez savoir, hein. C'est vous qui savez. Bonjour, spécial et longue vie au professeur Mbombo Basson. Vous insistez? Pourquoi parler des infrastructures et oublier le contenu? Aucun livre de non. Bonne journée à vous également, Monsieur Bilim Jonas. Bonjour, DBS Matin. Pour comprendre l'état des infrastructures scolaires au Cameroun, il faut convoquer le comportement de tous ceux-là qui travaillent dans les ministères assignés. Ce sont tous des corrompus. Du sommet à la base, eh bien, il nous dit tout simplement au sommet, sont placés des gens ayant des passeports étrangers dépourvus d'esprit patriotique. Ce qui leur intéresse, c'est l'argent. L'école est devenue un milieu où sévit le capitalisme, scolarité chère, vente de places, vente d'examens, salaire de catéchiste pour les enseignants, manuels scolaires fréquemment changés, signature des agréments sans aucun contrôle des exigences. Il faut des patriotes à la tête de nos ministères. Dommage qu'Oumiobe et compagnie aient eu des naissances précoces. C'est Stéphane Sullivan Onana qui nous écrit depuis Bruxelles. Bonjour DBS Matin, il n'y a pas longtemps on pleurait les massacres de Kumba. Aujourd'hui je n'ai pas contenu mes larmes à l'écoute des brillants Ndom, Triple A, Mbika, Mbelek. De grâce, à défaut de le faire pour tous, épargnons les plus jeunes de ces horreurs. Aucune raison ne peut justifier ce fait. Hypothéquer l'avenir du Cameroun, c'est malsain. C'est Max 21 qui nous écrit ce matin.
Bonjour DBS, Latifou Moula depuis le Togo, très fier de vous, c'est pratiquement les mêmes réalités dans nos pays, surtout francophones, c'est vraiment regrettable, c'est le cas également au Togo, mais moi je soutiens que c'est une responsabilité partagée entre les gouvernements et les hommes d'affaires riches. Nous devons travailler et accentuer les œuvres de charité de tous genres visant à aider. Force est de constater que les gens ont de l'argent mais ne dépensent qu'à des occasions religieuses et traditionnelles. Ils aident en tout moment et à tous les secteurs du pays. Il n'y a pas que l'État qui doit s'en charger. C'est très capital dans notre éducation. Merci, c'est Latifou Moula depuis Togo. Messieurs, on nous fait comprendre que ce n'est pas seulement au Cameroun, hein, c'est l'apanage de tous les pays africains francophones. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs. Hein, non, c'est clair. C'est-à-dire du téléspectateur. Nous, les 14 pays qui sont sous franc CFA ont les mêmes difficultés qui ne sont pas conjoncturelles, elles sont structurelles. Et tant que nous n'allons pas changer ce paradigme de cette question du franc CFA, et j'ai bien peur, avec la mentalité ambiante, n'est-ce pas, de nos dirigeants, que nous surtout la montée en puissance des ne pourra pas sortir leur nier. Je vous dis bonjour et grand merci pour la mise à jour. Hein. Mon cœur saigne vraiment. Jusqu'à quand l'Afrique continuera de souffrir? Des dirigeants africains bafouent l'avenir de nos enfants à longueur de journée. Merde, nous en avons marre. C'est ce que nous dit d'ailleurs Aymar Solange, hein, qui nous écrit depuis les États-Unis d'Amérique. Bonjour Monsieur Steve Goss et à toute la grande famille de DBS La Matinale, plus particulièrement au groupe WhatsApp du fan club de DBS La Matinale. C'est Thompson et Han depuis Bédi à Douala. Pour la thématique de ce matin, je vais commencer par dénoncer la porosité générale du système éducatif dans notre pays. Je me demande toujours pourquoi faire des communiqués stériles et inutiles au lieu de communiquer des choses plus importantes pour l'éducation nationale. Pourquoi on ne peut pas communiquer en direct le montant à payer pour les frais de scolarité, aussi fixer le montant pour les frais de l'APE et afficher même les montants comme on affiche les processus politiques dans les entrées des lycées et écoles publiques pour éviter l'escroquerie organisée dans ces milliers. Il nous a écrit une Bible, hein, le mec. Bon, même les budgets pour la construction des écoles sont détournés par les élites et les localités, croyant que l'investigation et le contrôle ne sera jamais mis en application. Ceci reste impuni. Quand c'est la campagne politique, on médiatise à volonté en rappelant la date du scrutin et insister. Quand un directeur de campagne n'a pas bien fait son travail, il est mis à nu sans attendre. Mais pourquoi ne pas en faire pareil pour peu de transparence dans notre système éducatif? Très bonne journée à vous au plateau. Que Dieu bénisse l'Afrique en général et le Cameroun en particulier. Thompson et Han depuis Bédi ici à Douala. Il continue à nous écrire. Bonjour Steve, ça fait 2 jours déjà que vous n'avez pas lu mon message. Donc aujourd'hui, de grâce, allez jusqu'au bout de celui-ci. Bah, il continue d'ailleurs avec un autre message. Vous vous rendez compte que le président de l'association des parents d'élèves a beaucoup plus d'argent que les enseignants réunis? C'est honteux pour nous. Les enseignants qui sont ceux-là même qui donnent et téléchargent même le savoir à nos enfants sont considérés comme des moins que rien. Tout ceci pour tuer l'éducation dans notre pays. Thompson et Han depuis Bédi à Douala. J'espère que j'ai lu tout votre message. Il était assez long d'ailleurs. Bonjour le panel Steve, voilà le doigt dans la plaie. C'est une gangrène parce que lorsqu'on l'a même... Lorsqu'on l'a, d'accord, je pense que c'est ça, même, on n'a même pas pu mettre quelque chose en place. La maintenance est une autre paire de manches. Ne souhaitez pas avoir un problème qui demande de rentrer dans les archives. Vous serez déçus. Joël Emile Lemé depuis Akonolinga. Waouh, depuis Akonolinga également, on nous suit tous les matins. Là encore, quelqu'un qui nous écrit avec le plus 375, c'est la Russie. Allons-y avec André Marie qui nous écrit depuis Libreville. Bonjour DBS, c'est l'impunité, les détournements encouragés qui plongent le Cameroun dans cet état. Monsieur Parfum d'Homme est mieux placé pour le développement. Merci André Marie du Gabon. Une catastrophe caractérisée pour le bien-être de l'avenir du Cameroun. On ne respecte rien, nos Cameroun. C'est André Marie qui nous écrit depuis le Gabon. Une personne qui a effacé son message. Rapidement, les messages tombent également. Bonjour, regardez aussi. Merci Joseph Tombok Douala. Que Dieu vous bénisse. Bon, là, il m'envoie une liste. Il faut que je la regarde. J'espère que je vais la regarder tout à l'heure. Bonjour à vous sur le plateau. Vraiment, notre pays fait honte sur tous les plans au 21e siècle. Voilà, maintenant, même l'aide venant de l'extérieur, on n'aura plus. Je me pose juste une question. Qui vont rembourser cette dette? Or, on est censé avoir atteint le point d'achèvement. Vraiment, c'est déplorable. C'est Machiavel qui nous écrit depuis Paris en France. Bonjour DBS, s'il vous plaît, comment on va faire pour que la Côte d'Ivoire trouve la paix puisque la CEDEAO, ONU et les autres organisations internationales sont incapables d'intervenir pour la paix de ce beau pays? Kofi du Togo, merci. Plus pire encore, ces voyous internationaux sont derrière Ouattara. Bon, on vous a compris. Ne vous inquiétez pas.
Toujours des messages qui tombent, messieurs, permettez-moi de lire les 3 derniers. Bonjour le panel, le thème est vraiment intéressant. À mon avis, il faut limiter les inscriptions dans les écoles privées pour amener l'État à entretenir davantage celles publiques. Bernard Dor, depuis le 228, s'il vous plaît, je souhaite intégrer également votre plateforme. Monsieur Erwin-Getty, vous avez pas mal de personnes à l'intérieur des phones qui veulent à tout prix faire partie du fan club. Je voulais vous signaler aussi que mon grand-père était ministre de la Culture et président de la Cour suprême en 66. C'est Biagio qui nous écrit depuis l'Italie. Merci de nous avoir signalé cela également. Le développement viendra dans l'éducation, pas de développement. Chef d'établissement, entretenez nos établissements scolaires. Il y a un budget pour cela. Donc, fac, j'aimerais intégrer le groupe, s'il vous plaît. Depuis Douala. Voilà, vous avez encore une autre personne qui insiste également à intégrer le groupe. Messieurs, revenons à ce qui nous intéresse d'ailleurs ce matin pour conclure rapidement en quelques secondes. Oui, c'est vous qui nous... Vous êtes enseignant, Eric Pépin Bikaï. On a fait là le tableau sombre des diplômes scolaires du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même dans l'arrière-pays. On a l'impression qu'on prend les mêmes et qu'on recommence, mais qu'il n'y a personne justement pour prendre soin de ces infrastructures scolaires. Oui, ben, on avait fait une belle campagne en 2018 et puis il y avait un slogan qu'on avait réservé à l'éducation, une éducation d'émission. Et une éducation d'émission passait justement par des infrastructures de qualité. Oui. Parce que comme disait le docteur Bellec tout à l'heure, pour que l'enfant soit intéressé par les enseignements, il faut d'abord que le décor, l'architecture, puisse être une architecture qui puisse être une architecture accueillante, pour faire simple. On a eu dans ce pays des exemples de pouvoir moderniser nos infrastructures scolaires parce que là, on a juste fait une peinture sur les infrastructures scolaires. Parce que si on sort des infrastructures scolaires pour autre chose, vraiment là vous allez comprendre. Je me rappelle que même dans les universités c'est l'enfer. Hein. Non, nous sommes dans le scolaire, l'université c'est dans le scolaire toujours. Mais si on va dans d'autres secteurs ministères, d'autres services sociaux, là vraiment ce sera du gros n'importe quoi. On a eu les occasions de pouvoir copier, comme on dit au quartier, le bon exemple. On a eu une coopération avec le Japon. Le Japon est venu avec un modèle d'établissement pour le primaire. Et l'architecture que les Japonais ont proposée pouvait être adaptée peut-être au secondaire, voire au supérieur. Ils ont construit de très beaux bâtiments qu'ils ont mis à la disposition du secteur de l'éducation primaire du Cameroun. On aurait pu mettre sur pied une stratégie pour également implémenter la construction des établissements sur un modèle unique dans l'ensemble du territoire. Autre chose que je voulais évoquer ici, c'est comme AA disait tout à l'heure, il y a dans ce pays ce qu'on appelle les établissements politiques. Chaque élite veut avoir son lycée, son CES, son école primaire. Or, la création d'un établissement obéit à des critères. Il y a des critères de localisation, il faudrait que l'espace qu'on choisit soit accessible. Il y a les critères de population, il y a les critères d'accessibilité pour les fonctionnaires qu'on va y envoyer. Ne demandez pas à un jeune fonctionnaire d'aller priver sa vie de tout ce qu'il y a comme commodité de modernité dans une broussaille, tout simplement parce qu'il est fonctionnaire. Il ne pourra pas. Être fonctionnaire ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter de vivre pour pouvoir servir. C'est pas ce que ça veut dire. Dans ce pays-ci, on avait un modèle d'un établissement secondaire par arrondissement. Vous avez évoqué sur ce plateau-ci le succès, par exemple, du lycée d'Ingabé. Mais c'est parce que c'était le lycée où l'ensemble des enfants de l'arrondissement convergeaient pour une compétition de savoir. Et on avait la chance d'avoir des enseignants de qualité qui y restaient parce qu'il y avait un besoin de formation. Et surtout, il y avait une organisation de vie à l'intérieur de ces arrondissements-là. Mais quand les élites sont entrées dans la danse, en voulant créer eux-mêmes leurs propres établissements, ça donnait ce que ça donnait. Il y a aujourd'hui des établissements qui sont dans les zones rurales, ce sont même des lycées avec 15 élèves. On a servi qui? Et on a desservi qui? Entre-temps, ces établissements pilotes des arrondissements sont en train de se mourir. On a le lycée de Ngambé, on a le lycée de Grand-Poubi, on a le lycée de Bodmaka. On peut en citer à profusion qui sont en train de prendre du recul au profit de l'exode rural, parce qu'en réalité les enfants n'ont plus des enseignants pour les encadrer. Messieurs, rapidement pour terminer d'ailleurs, que je voulais évoquer pour sortir. Il y a cette manie de pouvoir créer les établissements au Cameroun sans un plan infrastructurel. On a créé sur ce volet-là l'université de Marois. C'est-à-dire, le lycée de Marois est sorti par décret, ça a été fonctionnel sans qu'il y ait des bâtiments.
C'est pendant la fonctionnalité qu'on essaie de voir, ok, on va créer un bâtiment. Le lycée a commencé sur les terres du lycée classique de Marois. C'est-à-dire qu'il y a un lycée classique de Marois qui est fonctionnel. On crée un lycée sans toutefois construire d'abord l'architecture. Et on est obligé de pousser d'abord les élèves du secondaire pour accueillir les étudiants. Vraiment, ce n'est pas bien. Quand on va en Europe, on voit, quand on dit l'université de Sorbonne, ce qui t'attire, c'est d'abord le bâtiment. Avant maintenant de regarder à l'intérieur, quels sont ceux qui animent. Il en est de même dans la plupart des pays du monde. L'architecture est quelque chose d'important qui doit être mis au devant dans la création des établissements. Et quand on vous comprend parfaitement, vous êtes enseignant et puis vous êtes doctorant également. On comprend quelque part que vous pouvez nous expliquer ces choses. Messieurs, nous sortons rapidement de cette édition de DBS Matin. Je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Patient Parfindo, merci d'avoir été là ce matin. Je sais que c'est triste, tout ce que nous avons fait comme sombre tableau sur les infrastructures scolaires publiques, mais il fallait le faire parce que il va de la vie de nos jeunes générations. Merci beaucoup et vraiment tout mon soutien à ces enfants de cette maternelle Bonaluka. Nous leur disons courage. On espère que notre coup de gueule ce matin aura été entendu quelque part et que bientôt ils auront quand même des bâtiments qui seront reluisants à la hauteur, n'est-ce pas, de l'espérance que nous portons à cette jeunesse-là. Merci beaucoup, Dr Bellec, d'avoir été également là ce matin. Merci de m'avoir invité. Très heureux d'ailleurs. Hein. Et Papa Mika, merci également. C'est moi qui vous dis merci aussi. Albert Alatola ici, merci d'avoir été là ce matin. Disons que nous n'avons pas des élèves, nous n'avons pas des infrastructures, mais il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, les enseignants. Parce que lorsque vous êtes enseignant dans ces genres de cadres, c'est démotivant. C'est vraiment démotivant. Et on a également parlé, hein, toujours sur ce plateau, des salaires de ces enseignants qui vont de 40 000 francs, parfois à 50 000 francs seulement. Allez savoir. C'est même beaucoup. C'est même beaucoup. Pour certains. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de l'IBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, ce qui se construit sur le mensonge ne peut pas durer. Bonne journée à toutes et à tous et à demain, espèce à Dieu.